Voilà, alors bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à l'eau vive. Certains connaissent cette maison, d'autres non. Alors on est une maison au cœur de la cité qui a tout un tas d'activités proposées. On est heureux de vous les partager. Mais on est surtout une maison qui a un nom, l'eau vive, et donc qui espère pouvoir répondre à des soifs, quelles qu'elles soient. Et vous voyez, l'eau vive, alors en général, elle se donne autour d'un puits. Et autour d'un puits, qu'est-ce qu'on y fait? On s'y rencontre, on s'y échange des bons conseils, on s'entraide, on se lit, etc. Et c'est un petit peu la tonalité de cette soirée, celle de l'entraide, celle du partage de bonnes pratiques, de bons conseils pour ne pas s'isoler et pouvoir répondre aux différentes soifs. Voilà. Bien. Merci beaucoup à Oriane et Claudine pour la démarche que vous avez et qui vous a fait venir vers moi. J'en suis très touchée. Voilà, justement, cette démarche de partage que je trouve merveilleuse. J'espère que la soirée vous apportera beaucoup et sachez qu'on est disponible à la fin pour répondre à toutes vos questions sur le lieu ou autre. Au revoir, merci. Ah, je vais prendre celui-là. Il y a un oiseau dans celui-là. Je vous laisse dire ça. Ok. Je ne sais plus ce que c'est. Si je vais expliquer. Alors, merci beaucoup donc à l'eau vive de nous accueillir. Merci infiniment d'avoir surtout l'occasion pour nous de présenter la méthode Davis et également surtout en fait une approche assez originale et très positive en fait de la dyslexie, de tous les 10 en règle générale et des troubles de l'attention. Voilà, donc il y a Claudine Garder et moi, donc Oriane Sargos. Claudine, est-ce que tu veux te présenter? Oui, et merci à vous d'être venue étancher votre soif. Alors attends 2 petites minutes. Alors, si vous avez des questions, on va prendre un quart d'heure à la fin pour répondre à vos questions. On va faire passer en fait cette feuille et si vous voulez donc mettre vos questions et après on va les réunir pour essayer de concentrer donc un maximum de choses. Pour être plus on efficace. Le fera après. Alors on démarre. Alors je suis facilitante Davis depuis 8 ans à peu près. Avant j'étais chez Renault et encore avant j'étais chez Cartier et en fait j'ai un fils tellement dyslexique, dyslexique, orthographique, dysphasique et la dyspraxie doit pas être loin non plus. Que j'ai réorienté ma carrière et j'ai décidé d'aider les personnes comme vous, parce qu'on aide les enfants, mais on galère aussi en tant que parents. Et cette galère, j'aimerais bien vous l'éviter et que vous soyez plus léger dans la vie. C'est pour ça que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Comme une plume. Et avec des amis et collègues, nous avons écrit un livre qui s'appelle SOS Mon enfant est 10. Et j'ai diverses activités aussi de bénévolat dans la dyslexie et aussi dans le coaching. Parce que pour m'améliorer dans ma pratique, j'ai fait une formation de coach. À toi. Alors, donc moi je suis Oriane Sargos, en fait je suis psychopédagogue, donc c'est la psychologie en fait qui est orientée vers la pédagogie, donc formée à la gestion mentale également, et évidemment donc à la méthode Ron Davis. Je m'occupe également donc de la gestion des émotions pour les enfants, pour les parents de les accompagner parce que le parcours est difficile. Comme Claudine, moi j'ai une expérience personnelle aussi de 3 enfants, donc comme vous, 10, donc dyslexiques, TDA et au potentiel, donc je sais ce que c'est. Donc on avait vraiment envie de vous faire partager à la fois nos expériences en cabinet et nos expériences de vie. Voilà, donc la présentation en fait sera ponctuée de plein d'histoires en fait et des merveilleuses histoires également. Et oui, Oriane, elle adore raconter des histoires. J'aime beaucoup raconter des histoires, voilà. On n'est pas toute seule sur la région ouest. Là, non, c'est sur la région parisienne, pardon. Donc voilà, on est un certain nombre et ce qui nous regroupe justement, c'est nos expériences personnelles. Je vous ai parlé de mon dernier qui est Super 10. J'en ai un aussi qui est Asperger dyspraxique, enfin une, et le premier qui est au potentiel. Et qui m'a dit en 5e, maman, je ne veux pas être formatée par le système. Bon, on était bien barrés. Voilà, donc voilà, si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez aussi regarder sur le site, je sais qu'il y en a qui viennent de loin,
Sur le site dyslexie-du6 TDA-dyscalculie, vous trouverez dans l'ensemble des facilitants sur la France. Voilà, sur la France et même sur l'étranger, si vous devez partir à l'étranger. Et sachez également qu'on est très unis en fait tous, qu'on travaille beaucoup ensemble pour faire partager nos expériences et faire animer en fait cette méthode. C'est-à-dire c'est pas une méthode dogmatique, en fait c'est quelque chose qui vit énormément en fonction de ce qu'on rencontre, en fonction des nouvelles demandes. Alors, de quoi parle-t-on? Un petit rappel simplement parce que je pense que vous baignez dedans, donc c'est pas la peine de vous faire rentrer à fond dans ce que le docteur Habib appelle la constellation des 10. Ok, donc il y a dyslexie, dysorthographie. Ensuite, vous avez la dysphasie, des problèmes pour comprendre les messages reçus ou envoyer les messages. D'accord, donc on ne sait pas conjuguer, on ne sait pas utiliser les pronoms, des choses comme ça. La dyspraxie, vous avez les chiffres aussi de prévalence. La dyspraxie, que l'on rencontre énormément chez les hauts potentiels ou chez les personnes Asperger. On parle peu de la dyschronie, c'est des problèmes avec le temps. Maintenant, on a des gens manger midi, ok, apprendre lundi, mardi, mercredi, l'enfer, ok. Tous ces trucs-là, le temps n'a aucune importance chez les enfants 10. Ensuite, vous avez la dyscalculie qu'on a encore du mal à cerner. Donc, c'est des problèmes avec les chiffres ou avec le raisonnement mathématique. Des problèmes de dysnésie. Chez les 10, c'est souvent la mémoire à court terme qui est touchée. Vous avez ensuite les TDA. Et quand on mélange un peu les TDA avec donc les problèmes déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et des problèmes de mémoire, vous arrivez à ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif. Voilà, d'accord. Donc c'est des problèmes de planification. Je commence par mettre mon pantalon et ensuite je mets mon short, ou des trucs comme ça quand on est petit. Et puis après, c'est l'organisation quand on est plus grand au poste de travail. Et puis les HPI qu'on nomme aujourd'hui des... Alors les HPI, donc pourquoi on met les HPI dedans? Parce qu'en fait la grande majorité en fait, des dyslexiques, TDA, etc. sont des hauts potentiels. Hein. Tu disais 50%, il y en a beaucoup plus. Les HPI sont 10. Voilà, exactement. Moi, je n'ai pas rencontré actuellement donc, un dyslexique qui n'est pas au potentiel. Alors maintenant, effectivement, on parle de philo-cognitif. Les philo-cognitifs, c'est l'amour de la connaissance, donc je trouve ça beaucoup plus joli. Ah ouais. Et les nouvelles tendances sont beaucoup plus justes, en fait. On parle de laminaire, de complexe, mais bon, c'est pas le propos de cette conférence. On pourrait faire une conférence dessus parce que c'est passionnant. Mais sachez que quand on parle de dyslexique ou de TDA, on parle de haut potentiel. Alors après, on va tuer quelques idées préconçues, c'est-à-dire que généralement on vous dit « Oh, vous êtes 10 petits, mais vous allez avoir le déclic, et puis ça va partir. » Bah tiens, ouais, non, moi je suis toujours 10, hein, et je suis plus... Enfin si, en taille je suis restée petite, mais pas en âge. Et donc, vous restez 10. Et au boulot, on me connaissait pour avoir toujours mon petit sac sur moi, parce qu'avec ma mémoire défaillante, j'étais toujours obligée d'avoir un truc pour noter. Parce que sinon, si je rencontrais quelqu'un dans les bureaux et que j'avais pas mon numéro de téléphone, enfin de quoi noter le numéro de téléphone, le nom de la personne, j'oubliais, puis après j'étais fichue, il fallait que je retourne voir mon N+1 en me disant « Il s'appelle comment, monsieur, que tu m'as présenté il y a 5 minutes ?» Vous avez l'air un peu nuche. Donc voilà, ça reste. Et les TDA, alors il y en a un peu moins qui sont TDA, mais madame disait qu'elle était TDA, donc il y en a qui restent TDA. C'est pas tout le monde, mais un certain nombre. Et des adultes deviennent TDA à l'heure actuelle. Ah oui, ça c'est encore... On en reparlera. Une autre chose aussi, que tous ces troubles sont des continuums. C'est comme avoir de la fièvre, vous pouvez avoir 37,8 comme vous pouvez avoir 40, ok ? Quand on a 37,8, évidemment, on est gêné, mais bon, avec un petit effort, enfin, j'aime pas dire ça, si on sort bien les rames, on peut s'en sortir. Et puis, vous avez, comme mon fils, qui peut pas du tout écrire s'il n'a pas d'ordinateur. Donc, lui, il est reconnu par la MDPH. Chez vous, là, ici, dites donc que j'avais pas vu. Bienvenue. Donc, voilà, il y a des enfants aussi qui ont besoin d'outils pour pouvoir suivre des enfants et des adultes. Moi, j'ai aidé aussi au CEA des jeunes en thèse qui avaient besoin d'outils pour passer leur thèse, et ça s'est bien passé. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quel que soit le niveau, vous êtes toujours en souffrance. Et un enfant qui est peut-être peu 10, mais qui n'a aucune aide,
pas de pape, rien à l'école, eh ben, il est en souffrance. Ok? À toi? Non, c'est pas, j'ai tout dit? Alors, quel est le point commun en fait de ces troubles? C'est tout simplement ce qu'on appelle la pensée en image. Donc vous avez peut-être entendu parler, on a différentes formes de pensée. Donc la première entrée, donc là on parle de gestion mentale finalement d'Antoine de la Garandrie. La première entrée qu'on a et va noter en fait va déterminer en fait la nature en fait de sa façon de penser. On peut être un penseur en image, on peut être un penseur auditif, verbal ou kinesthésiste. On peut utiliser donc les quatre à la fois, mais la première entrée elle est fondamentale. Alors dans ces penseurs en image un peu particuliers, c'est des penseurs en image qui sont paroxystiques en fait. Ça va être une 3D en fait, et voilà donc on va. Tu veux pas qu'on fasse le jeu, le perroquet? On fait le jeu du perroquet, vas-y. On fait le jeu du perroquet. Vive le perroquet. Alors, vous avez déjà entendu le mot, mais qu'est-ce que ça provoque quand je vous dis perroquet? Qu'est-ce que ça provoque dans votre tête? Répétition. Ok. Qui voit une image? Donc, madame, elle a. Ok. Et alors, madame voit une couleur, par contre. Que des couleurs. Donc là, ça serait plutôt. Pas d'image, en fait, pas de perroquet. Et la couleur, d'accord. Ah oui, la couleur le perroquet est. en couleur. Ok. Et les autres, vous aviez le perroquet en noir et blanc? La couleur aussi. Qui peut zoomer sur le perroquet là? Les gens qui ont vu leur perroquet. Qui peut zoomer par exemple sur le bec? Ok, vous voyez, il y a moins de personnes. Là, c'est déjà un peu plus des penseurs en images assez pointus. Qui n'a pas d'image. Voilà. Voilà, donc. Voilà, ok. Qui a un mot? Qui a le mot perroquet? Ou l'image. Ou associé à l'image. Ok, donc il y a des penseurs aussi en mots parmi nous. J'ai vu des mains aussi par là. Ok, donc voilà ce que veut dire Oriane, c'est que la première chose que vous avez dans votre tête, si c'est une image, ah oui, qui avait une image un peu floue? Personne? Ok, parce qu'il y a aussi des impressions d'images. Donc là, c'est ce que disait Oriane, c'est que la première chose qui vous est apparue dans votre tête nous aide, nous, à savoir si vous êtes penseur en images, penseur en mots ou mixte, parce que voilà. C'est aussi un continuum, ça. Voilà, c'est-à-dire ça dépend du support qu'on a, ça dépend de l'activité qu'on a. En fait, on va utiliser voilà, une mémoire kinesthésiste ou alors une compréhension kinesthésiste, ça dépend. Alors ça, c'est moi qui pense. Ouais, les copines m'ont dit qu'elles vont venir ce soir. Purée, moi j'ai tout de suite mon imagination qui va dans mon frigidaire et qui se dit qu'est-ce que je vais leur faire à manger. Et je dis super, j'ai du fromage de chèvre, j'ai des courgettes, je vais leur faire un crumble aux courgettes. Hop, et voilà, puis je dis j'ai pas besoin de fromage, ok, mais ça serait bien une salade. Et Oriane, tu fais différemment. Alors Oriane, moi je suis un penseur en image aussi. Mais le penseur verbal, l'exercice, là. Ouais, le penseur verbal, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va se parler. Je vais d'abord faire un crumble aux courgettes. Je vais aller chercher je sais pas, au supermarché du coin telle chose. Et ça va se faire au fur et à mesure. Et en fait, le fur et à mesure, là, on touche quelque chose de fondamental sur la pensée. On est tous dans l'espace-temps, si on veut être un peu plus précis. Et la pensée aussi. Le penseur en image, il est surtout dans l'espace, alors que le penseur verbal est dans le temps, la temporalité. Et de faire les choses au fur et à mesure, c'est le temps. D'où, en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, les dyschronies, en fait, qui sont des gens fâchés avec le temps. Et de dire les choses au fur et à mesure, comme la lecture ou écrire quelque chose, ça réintroduit, en fait, le temps à l'intérieur d'une image. Mais ça, on en parlera tout à l'heure pour justement donner des pistes, en fait, pour corriger ou pour... entourer en fait l'apprentissage. Ok, donc pas la pomme maintenant, la pomme plus tard. Ah oui, tiens. Si tu veux, tu peux parler de pomme. Tu veux que je parle de pomme? Alors, elle me laisse parler de la pomme. Un autre jeu. Je vais vous dire une phrase, vous allez me dire quelle image ça fait dans votre tête. Ah mais non, c'est pas la pomme en fait, c'est un chat. Le chat mange ses croquettes. Tiens, madame en rouge, vous avez quoi comme image? Vous avez une image? Je vois un chat manger. Il est assis où par rapport aux croquettes? Ou est-ce qu'il est assis Non, d'ailleurs? il a le bec dans sa gamelle, quoi. D'accord, donc on le voit, il est en train de... Ok. Alors, le chat a mangé ses croquettes. Madame, qui fait une... Ah ben vous êtes penseuse peut-être en mouche, quoi, vous avez... En image aussi. Alors, le chat a mangé ses croquettes. Le chat est à côté de sa gamelle et il n'y a plus rien dans la gamelle. Et il est toujours assis sur la gamelle? Il est assis à côté.
Ok, bon, ça peut aller. Moi j'aimerais bien, j'aime bien aussi qu'il s'en aille. Voilà, il s'en va parce qu'il a fini de manger les croquettes, très bien. Et le chat va manger ses croquettes. Ou pardon, c'est pas un instant. Le chat mangera ses croquettes. Pardon les professeurs. Là, madame en rouge, Jenny en rouge. Ah, pas d'idée. Une idée? Mangera ses croquettes. Ah, c'est plus difficile. Ah, il fait un câlin. Et ben moi, à l'inverse moi maintenant, après avoir fait de la gestion mentale, je vois le chat qui va faire ses croquettes et les croquettes c'est plein, mais il est encore assez loin du pot de croquettes, d'accord? Donc il va aller manger ses croquettes. Ok, donc là on est les 3 temps. Mais avant que je fasse gestion mentale, j'avais les 3 mêmes images. Donc du coup, c'est un peu difficile après quand on dit alors tu mets le verbe manger au futur. Elle me dit quoi là? Elle me dit quoi? Voilà. Alors, présente Patrick? Oui. Alors, on va vous présenter en fait une petite vidéo qui a été faite par un de nos collaborateurs, si on peut dire, qui va vraiment vous synthétiser en fait en images ce que c'est vraiment cette pensée en images pour les 10 en fait et TDA, c'est-à-dire une pensée en images paroxystique en 3 dimensions. Et on va pouvoir après vous parler justement de ce talent extraordinaire. En quoi donc être 10 est talentueux. C'est être talentueux. Bonjour, j'ai envie de vous raconter aujourd'hui une histoire qui m'a beaucoup touché. Je discutais il y a quelque temps avec une jeune fille, 10-12 ans, l'âge de rentrer en 6e, qui avait l'air à la fois très intelligente et très effacée, très apeurée. Elle savait que je travaillais sur la dyslexie. Et elle me dit comme ça, je regardais un livre l'autre jour, et en regardant le livre, c'était un livre de maths, de géométrie, en regardant le livre, il y avait un cube de dessiné sur la feuille, et d'un seul coup, j'ai vu le cube s'élever de la feuille, monter en l'air. Et elle m'a posé cette question avec un œil apeuré, avec la peur de ce que j'allais pouvoir lui répondre. Elle m'a demandé, est-ce que je suis normal? Alors voilà la réponse que je lui ai faite. Je lui ai dit, dans la vie, il y a des gens qui, quand ils voient ce dessin, quand ils voient un cube dessiné sur une feuille, voient juste quelques traits qui sont marqués. Puis il y a d'autres gens, en voyant ce cube, sont capables de le voir monter, s'élever, prendre forme. Des gens comme toi, qui ont beaucoup d'imagination. Alors tout le monde est normal. De la même façon qu'il y a des gens qui ont les cheveux blonds, il y a des gens qui ont les cheveux bruns, il y a des gens qui ont les cheveux noirs, il y a des gens qui sont grands, d'autres petits, etc. Tout le monde est normal là-dedans. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont certaines capacités, comme toi, tu as la capacité de voir les choses en relief, en 3 dimensions, et ça te fait peur. Cette capacité, dans la mesure où tu ne la maîtrises pas, où tu ne sais pas la commander, c'est elle qui te commande, et là ça peut faire peur, effectivement. La seule chose à faire, c'est d'apprendre à maîtriser, d'apprendre à piloter cette imagination pour en faire un don. Parce qu'une capacité qui n'est pas maîtrisée, ça peut devenir un handicap, comme ça. Une capacité qui est maîtrisée, ça devient un don. Alors, je vais te raconter l'histoire de Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est un inventeur américain d'origine européenne, né vers le milieu du 19e siècle. Et il a beaucoup travaillé sur l'électricité, sur l'énergie électrique. Et si on a autant d'électricité autour de nous aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Alors Nikola Tesla, quand il était jeune, il était très souvent hanté par des monstres, par des démons qui venaient le voir. Son imagination était tellement fertile qu'il était envahi par ces monstres. Et jusqu'au jour où il a décidé de prendre contrôle de son imagination, d'apprendre à utiliser son imagination. Donc, premier résultat, c'est que ces monstres ont disparu, il s'est fait des amis avec ces monstres. Le deuxième résultat, c'est que quand il est devenu adulte, quand il a commencé à inventer des choses, à travailler sur l'électricité, il est devenu capable, dans sa tête, de fabriquer des machines, comme si on fabriquait des machines réelles, mais de le faire entièrement dans son imagination. Et le résultat extraordinaire de ça, c'est que en faisant des tests sur des vraies machines, ou lui en imaginant des tests dans sa tête sur des machines imaginaires, il arrivait à obtenir les mêmes résultats. Voilà comment ce qui était à l'origine un handicap, d'avoir des monstres qui venaient le voir dans sa tête quand il était enfant, est devenu une capacité, est devenu un don. Alors si vous qui me regardez, vous avez aussi des choses... On va s'arrêter là. Vas-y, à toi de jouer.
Voilà. Donc là, cette vidéo en fait vous montre bien. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément un cube devant vous qui va se présenter à vous, mais vous voyez en fait que avoir une pensée comme ça aussi riche et aussi en 3 dimensions, ça veut dire également manipuler en fait à l'intérieur de sa tête très rapidement. On vous a mis en fait là donc 2 très grands penseurs, donc Étienne Gis et Albert Einstein. Pourquoi ? Parce que Albert Einstein, vous devez le savoir, donc c'est un grand dyslexique qui a, je crois, redoublé 2 fois, en fait, qui a eu énormément de problèmes à l'école. Et lui, en fait, il disait vraiment, donc la phrase est très belle, je trouve, qu'il ne pensait pas vraiment en mots et que quand il pensait, il avait presque l'impression que ses muscles, en fait, jouaient. En fait, il y avait vraiment un mouvement presque de son corps et de sa pensée. Albert Einstein, donc, il y a une anecdote qu'il raconte qui est assez extraordinaire d'ailleurs. Quand il a trouvé la théorie de la relativité, ça a été une connaissance très instantanée. C'est-à-dire qu'il s'est vu, en fait, il avait l'arc-en-ciel, et il s'est vu au bout de l'arc-en-ciel, et il a saisi, donc d'un seul coup, en fait, toute la théorie de la relativité. Et après, il a mis des années à traduire les choses en langage scientifique. Pas mathématique, parce qu'il était nul en maths, mais en langage scientifique. Et Einstein n'est pas tout seul. On vous a mis quelques exemples sortis à la fois du monde politique et du monde de l'industrie. Parce qu'évidemment, quand on pense en image, tout le monde nous dit « Ah ben ouais, c'est un super artiste, cinéma, machin et tout ». Et ben pas seulement, hein, parce que Ford, Eli Broad, c'est que... les maisons. Kaufman et Broad. Kaufman et Broad. Voilà, un monsieur de Formule 1 aussi, qui a gagné plusieurs fois champion du monde, je sais pas, 3 ou 4 fois. Voilà, vous avez différentes personnes. Exactement, des artistes et même en fait des écrivains. Il y a Jules Verne, Anna Gavalda, Flaubert, donc étaient dyslexiques. Alors, juste en fait une petite histoire en fait sur Edison. Voilà, moi qui aime raconter des histoires. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire. Thomas Edison, évidemment, personne ne le présente. C'est l'inventeur de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il arrive en fait à 10 ans de l'école et sa maman a une lettre et avec un grand sourire elle lui explique qu'il est tellement intelligent que l'école en fait ne peut plus le nourrir et qu'il est obligé de faire l'école à la maison. Donc il est très content de plus aller à l'école et puis il devient donc Edison qu'on connaît, ingénieur, etc., chercheur, et sa maman meurt, il range les papiers, il tombe sur cette lettre. Et sur cette lettre, il était marqué donc enfant inéducable, attardé mental, et il faut trouver une école spécialisée donc pour l'éduquer. Donc cette histoire est à la fois merveilleuse et puis montre en fait à quel point on peut mal interpréter en fait un dyslexique ou un TDA, c'est-à-dire parfois la façon dont on parle, la façon de penser est tellement différente que évidemment une personne qui ne comprend pas, on a tendance à juger en fait par les vocabulaires employés, etc. Et on a tendance vite à catégoriser les gens comme des imbéciles ou autres. Oui, exactement. Alors, ça, c'était pour le côté positif. Le côté négatif, ce que vivent ces enfants-là actuellement à l'école. Eh bien, si je vous montre ça, vous avez bien pigé, c'est une souris. Je vous la montre comme ça. Est-ce que c'est autre chose qu'une souris ? Non, ça reste une souris, d'accord ? Quel que soit l'angle, c'est une souris. Alors maintenant, j'ai essayé avec Oriane. Oui, vas-y. Oriane, Je ne suis pas très bonne élève. c'est quoi ça ? Alors, a priori, c'est un B. Ok, alors imagine que tu tournes autour du B, que ton imagination, hop, Et qui devient un D. oh, et comme ça. Et un P, un Q. Un P. Au secours. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Je le fais pas trop vers vous parce que des fois il y a des gens qui ont envie de vomir, donc je m'abstiens. D'accord ? Donc en fait, on n'a pas compris que le monde était composé d'objets et qu'à l'école c'est composé des lettres. Et les lettres, elles restent collées. Et on peut pas tourner autour. Elles sont en 2D. C'est un traitement cognitif en 2D. Or, une personne qui a un traitement cognitif naturel en 3D, il y a tout simplement donc une inadéquation totale entre 2 traitements. Donc quand on fait travailler le début, quand on travaille avec les enfants, nous, c'est de leur faire travailler les lettres, parce que c'est pas la peine d'attaquer les mots s'ils ont des problèmes déjà au niveau des lettres. Donc on commence à les faire travailler au niveau des lettres et regardez ce que ça donne. Donc là, c'est des enfants qui ont 12 ans et un peu plus aussi, voilà, 6e, 5e grosso modo, d'accord ? Et ça, c'est des 10. Et les lettres,
Voilà, ça leur parle pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc après, évidemment, quand ils rencontrent ces trucs-là et qu'ils veulent dire des mots, bah, c'est bien compliqué. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, bon, dans l'enseignement, on apprend l'alphabet plutôt comme une chanson, en fait. Ah oui. Voilà. La chanson de l'alphabet, c'est très bien pour retenir, mais ça n'a pas vraiment de sens, parce que les lettres, en fait, ne sont pas existantes. Donc, en fait, avec la méthode Davis, on verra ça tout à l'heure un peu plus en détail, ça permet, en fait, d'avoir une pleine connaissance de chaque lettre, et que chaque lettre vive en soi. Et ça change tout, en fait, pour un penseur en images. Oui, en plus, ça ne colle pas, là. LMNOP, là, ce passage-là, les enfants petits n'ont pas la même vitesse pour parler que les adultes. Ils n'ont pas la capacité d'aller vite encore. Et du coup, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Si en plus vous tombez un peu sur un dysphasique, bonjour le monde. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que pour nous, le sens passe par l'image. Ok ? Donc ça veut dire quoi ? C'est que si je vous dis chat comme tout à l'heure, hop, tout le monde a une image de chat. Le sien, celui du voisin, celui de quand il était petit, n'importe quoi. Ok ? Un chat. Ok, maintenant vous allez me dire qu'est-ce que vous avez dans la tête comme image pour le mot cependant. Voilà, bon. Voilà. Et ces petits mots, donc on appelle ça, nous, les mots déclencheurs, ils constituent à peu près 70% de la langue française. Donc sur un texte, en fait, quand on parle d'incompréhension d'un texte pour un enfant, donc les enseignants qui sont là savent très bien ce qui se passe, c'est souvent en fait des mots comme ça. Et ces mots-là, on ne peut pas faire de lien, on ne peut pas faire de liaison. En mathématiques, c'est catastrophique sur les énoncés. Voilà. Oui, donc les professeurs qui sont là aujourd'hui, quand vous dites toujours tu vas le réécrire 5 fois, sachez que pour un dyslexique, il peut vous l'écrire 5 fois de façon différente et ça ne va rien lui apporter. Il faut vraiment lui donner la définition et après vérifier qu'il a la bonne image dans la tête. Celui-là, il est difficile parce qu'il y a du temps. Tous ces petits mots-là qui ont en plus une idée de temps derrière, toujours, jamais, dès que et tout ça, ils sont un peu difficiles pour nous. Hein. Ils cumulent. On tourne ? Ah ouais, on tourne. Allez. C'est toi, là ? Oui, c'est toi. Je me souviens plus. Non. Oui, alors là, on vous a illustré en fait une phrase qui est simple. Hein, le cheval brun sauta par-dessus le mur de pierre et traversa le pré. Voilà ce qui se passe en fait dans la tête d'un dyslexique. Alors vous avez le petit le là, déjà il n'y a pas d'image, donc incompréhension. Cheval brun sauta, ok, une image. Par-dessus le, pas d'image. Mur, ok. De, non. Pierre, ok. Et non. Traversa, enfin voilà, etc. etc. Au passage, on s'aperçoit par exemple que Pierre peut avoir évidemment plusieurs significations. Alors évidemment, on se trouve devant des enfants qui sont extrêmement intuitifs, qui sont extrêmement sensibles, qui manipulent les liens logiques de manière assez géniale. Donc ils ont une compréhension à peu près, mais ce sera toujours à peu près, ça marche une fois sur deux. Donc quand on leur présente une phrase comme ça, quand on a 13 ans, 14 ans, bon ok, ça va. Mais ceci dit, en fait, c'est vite incompréhensible. Donc là, en effet, l'enfant a 4 idées au lieu d'avoir une globalité de la phrase. J'ai eu un enfant en 5e, il s'était planté sur un contrôle de géo où au lieu de mettre, le professeur, au lieu de mettre la question décrivez la population mondiale sur le globe terrestre, il avait marqué décrivez la population du monde. Et l'enfant, pour lui, l'image du monde, c'est il y a du monde dans un magasin. Il n'a pas compris la question. Voilà. Et ça, c'est vraiment, enfin, en papier, tu l'as peut-être aussi, mais je rencontre énormément de problèmes donc, sur les énoncés. Et c'est vrai qu'il y aurait vraiment un travail à faire, notamment dans les bouquins, auprès donc, des enseignants, etc. Même parfois, en tant qu'adulte, moi, je ne comprends pas les énoncés, sincèrement. Bah, moi aussi. Voilà. Alors, et pour les TDA, donc là c'était plus pour les 10. Pour les TDA, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, explique-nous. Alors, les TDA, donc là c'est Maria Montessori. Une très belle phrase, donc voilà, où elle nous explique que le début en fait de l'organisation psychique d'un être humain va commencer par le phénomène de l'attention. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'attention et l'inattention. Tu veux pas nous dire de Coca-Cola ? J'aimais bien l'exemple de ton Coca-Cola. On parle de Coca-Cola, ok. J'imagine que vous connaissez Coca-Cola. Donc vous l'avez vu des centaines et des milliers de fois.
Alors, vous le reconnaissez n'importe où, dans le monde entier, on connaît. Donc on peut imaginer en fait que vous connaissez en fait Coca-Cola. Maintenant, si je vous fais passer une feuille et que je vous demande de refaire le logo Coca-Cola, il y aura 100% d'échecs. Donc j'ai jamais rencontré une personne donc, qui le faisait. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment vous vous êtes dit, vous avez dit à votre cerveau, je vais être attentif, je vais faire attention à mettre dans ma tête, à mémoriser donc Coca-Cola. Alors voilà, qu'est-ce que l'attention du coup ? Alors, l'attention, qu'est-ce que c'est ? Donc, la définition, bon, elle est un petit peu ce qu'elle est, quoi, direction de la conscience. Donc là, on s'amusait à faire donc, un petit schéma en pâte à modeler, donc je vais vous expliquer. Donc, il y a ce petit bonhomme, en fait, qui est devant. Donc, les bulles, en fait, c'est un peu comme les bandes dessinées. Elles sont rattachées à la tête et elles montrent ce qui se passe dans la tête. Donc, devant, en fait, cet adulte est devant un enfant avec un ballon. Et puis une épée, un jouet, et dans sa tête, comme il voit, à l'intérieur de sa tête existe en fait l'enfant, le ballon et l'épée. Maintenant, il décide en fait d'être attentif. Donc il y a la flèche, alors j'espère que vous voyez, il y a la flèche de l'attention, et il décide en fait évidemment de faire attention à l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc sur des petits enfants, j'explique que c'est la flèche de la baguette magique d'Harry Potter. Dans sa tête, en fait, disparaît le ballon et l'épée, et n'existe que l'enfant. Et être attentif, c'est ça, c'est faire exister une seule chose dans sa tête. Alors évidemment, c'est un peu rapide, hein, parce qu'on peut, l'attention, c'est une espèce d'équilibre. Hein. On peut être attentif à plusieurs choses. Ça dépend du degré d'attention. En voiture, quand tout se passe bien, on peut à la fois parler, écouter de la musique. Quand tout d'un coup sur l'autoroute, il y a un camion, il y a un orage, à ce moment-là, donc on demande à tout le monde de se taire dans la voiture. Donc ça dépend. Mais en règle générale, le phénomène de l'attention, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est notre cerveau qui a appliqué qu'à une seule tâche. Et les personnes qui vous disent, les femmes, nous on est multitâches, mais bon, en fait c'est pas tout à fait vrai, c'est que notre cerveau saute vite d'une activité à une autre. On a sans doute, je dis ça pour les femmes, c'était une blague, quand on dit une personne peut faire deux choses à la fois, en fait non, elle est en train de gérer deux choses et elle saute, elle zappe d'une à l'autre très rapidement. Il y a un monsieur qui est formidable qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud. Vous pouvez regarder, il y a un MOOC en ce moment, il va fermer le 8 avril, qui s'appelle « L'attention, ça s'apprend ». Il a fait aussi une conférence sur Internet, pas une conférence sur Internet, une conférence sur France Inter. Je ne sais plus bien, il faut chercher dans les podcasts. Alors vas-y, continue. C'est quoi juste un TDAH ? Alors on peut être TDA, on peut être TDAH. Donc trouble de l'attention avec ou sans donc hyperactivité. Donc on a mis un petit bonhomme pas content. Là on va parler des côtés négatifs. Donc vous savez très bien que les TDA sont très très agaçants. Ils nous dérangent considérablement. Ils font du bruit, ils sont hyper vivants quand on est crevé. On a vite envie de les passer dans le mixeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est en fait globalement ? Donc vous savez tout ce que c'est, mais en gros, ils sont caractérisés par trois choses. La première, c'est l'impulsivité verbale et motrice. C'est moi, maîtresse. La maîtresse en fait demande, et en fait il n'y a rien du tout. C'est répondre tout d'un coup à un problème alors qu'il n'a pas lu l'énoncé. Il voit quelqu'un avec un bouton sur le nez. Pourquoi tu as un bouton sur le nez ? Enfin, c'est des petites choses qui sont très désagréables, qui ne sont pas du tout un problème d'éducation des parents. On accuse beaucoup les parents de problèmes d'éducation, les pauvres, mais c'est pas du tout ça. Évidemment l'inattention, donc l'ennui en fait c'est un facteur absolument terrifiant pour eux. Ils ont du mal à suivre en fait des instructions, à suivre les délais. Et ensuite il y a l'hyperactivité, c'est-à-dire comme leur pensée est une pensée en image mais qui est accompagnée de l'hyperactivité, de la pensée kinesthésiste, et là, ils ont besoin d'accompagner leur pensée par un geste. Moi je sais que j'ai toujours besoin par exemple d'avoir quelque chose à toucher, de crayonner quelque chose en fait, je suis pas TDA, mais de crayonner quelque chose sur le papier, etc. On a vraiment besoin de bouger en fait dans sa tête. Et les TDA, si on les empêche de bouger, ils peuvent plus penser, ils peuvent plus comprendre.
Et d'ailleurs, imaginez-vous le soir, vous êtes en train de travailler avec votre TDA et il joue avec sa gomme. Ch'toung, ch'toung, ch'toung. Et vous, au bout d'un certain temps, le ch'toung et puis le mouvement, ça vous énerve. Vous allez dire arrêtez avec ta gomme, arrête de toucher ta gomme. Bon, ok. Alors maintenant, je vous interdis de penser à un éléphant. Qui est-ce qui ne pense pas à un éléphant? Voilà, tout le monde a... Ah, vous y arrivez, vous? Oui. Normalement, tout le monde a l'éléphant dans la tête. Et donc, du coup, l'enfant fait un effort. C'est la gomme, en fait. C'est vous aviez la gomme. Parce que la gomme a fait de multiples pirouettes en général. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre enfant, il est là en disant « Oh là là, papa veut pas que je touche la gomme. » Ou maman, excusez-moi. Veut pas que je touche la gomme. Et du coup, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez. Lui, il est en train de focaliser son attention sur « Faut pas que je touche la gomme. Faut pas que je joue avec la gomme. » Et donc, voilà, ça va pas du tout. Donc, laissez-le jouer avec la gomme. Trouvez un moyen terme en disant « Attends, quand tu fais du bruit avec ta gomme, ça me gêne. » Ou alors, fais-le sous le bureau, comme ça, je vois pas que ta main bouge. Un truc comme ça, parce que là, du coup, il garde son attention sur vous tout en jouant avec la gomme. Ok? Alors pour les profs, oui, quand on en a plusieurs en face de soi et qu'ils veulent tous jouer avec la gomme, on va faire clic, 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 là je craque aussi. Non, en fait, il faut juste leur expliquer, même les enseignants peuvent leur expliquer pourquoi pas toucher quelque chose, mais leur apprendre à le faire discrètement, que ce soit des choses qui ne font pas de bruit. Voilà, mais bon, je sais que c'est facile de dire ça. Tournez les pieds sous la table, vous ne le voyez pas, eux ça leur font du bien et ça ne fait pas de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, chose. Et ben le côté positif des TDA. Le côté positif, on a insisté pour mettre cette phrase, nous avons besoin d'eux. Ce sont des gens qui sont extrêmement innovants. Alors, pour illustrer ça, donc, on a illustré une histoire, l'histoire de Gillian Lyne et de Félix Moati. Alors, Félix Moati, donc récemment, j'ai entendu un entretien de lui, donc sur TSF Jazz. Et il était donc très animé, c'est un acteur, metteur en scène, il était très très animé, il parlait de son enfance, il parlait de la musique, il parlait de ses films, et c'était vraiment incroyable. Et quand je l'entendais, je me disais, mais je suis sûre qu'il est TDA, il a vraiment une intensité de vie incroyable. Et bingo, à la fin, donc le journaliste lui pose la question, mais votre enfance, comment ça s'est passé? Et il répond, moi c'était un peu particulier, j'étais sous Ritaline, donc je suis TDA. Donc on les reconnaît tout de suite, quoi. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est des gens qui sont très très créatifs et leur vision des choses donc, nous apporte énormément. Gillian Lyne, donc c'est les années 50, on ne parlait pas évidemment donc, de concepts de TDA et autres. Elle embêtait tout le monde, elle embêtait les profs, elle embêtait ses parents. On l'amène voir un psychologue à l'époque et ce psychologue avec beaucoup de finesse lui dit à l'enfant donc d'aller dans la salle d'attente. Et en partant, en fait, il met la musique dans la salle d'attente et puis il en trouve la porte. Et avec la maman, en fait, ils ont observé donc son enfant et tout d'un coup, elle s'est mise à danser, à faire des chorégraphies absolument incroyables. Et la psychologue lui dit, votre enfant, c'est une danseuse, faites-la danser, tout ira bien. Et c'est devenu en fait la chorégraphe de Cats, en fait, de Fantôme de l'Opéra, etc. Elle est très connue. Mais pour vous dire que le TDA, en fait, il arrête d'être TDA quand il trouve sa place, quand il est dans son élément, tout simplement. Personnellement, moi j'ai un fils TDA, il est dans son élément actuellement, il n'est plus du tout TDA. Donc d'où en fait tous ces qualificatifs, ils sont passionnés, ils ont une énergie incroyable, ils sont curieux de tout, ils sont pétillants, enthousiastes, c'est des meneurs d'hommes, des gens très charismatiques, et ils ont cette capacité de mener de front plusieurs choses à la fois. Et d'ailleurs, toi, tu avais rencontré donc un dirigeant d'une grande société française. Oui, j'ai rencontré et je lui dis bonjour, moi je travaille avec les enfants 10 et il me dit et les TDA aussi? Je dis oui, les TDA. Il me dit ouais, parce que moi je suis TDA. Alors là, je vous explique pas. Ceux qui travaillent avec lui, ils doivent un peu les épuiser, mais en même temps, voilà, il fait fonctionner la boîte dans tous les sens et c'est vraiment une grande boîte en pleine réussite en France. Donc il y a des côtés positifs. Et raconte-nous encore pourquoi on voit des TDA partout. Alors, il n'y a pas une journée où j'ai un appel en fait de parents ou d'enseignants me disant que voilà, on voit des TDA partout, mon enfant est TDA, il a un trouble de l'attention, etc. Non, il n'y a pas de TDA partout. Le trouble de TDA est quand même très très particulier. Et c'est vrai qu'il y a une mode par rapport à ça. On a tendance, dès qu'il y a un problème d'attention, à dire que c'est un trouble de l'attention.
Il y a également des enfants qui s'ennuient, il y a également des enfants qui ne sont pas à leur place, tout simplement. Les enfants dyslexiques, notamment, ont du mal, ils sont désorientés, donc ils ont du mal à être attentifs, et on pense qu'ils ont des troubles de l'attention. C'est pas ça. Il faut vraiment creuser, connaître la source, en fait, de l'inattention. D'autre part, le diagnostic en fait du TDA actuellement, donc il y a de plus en plus en fait de recherches dessus, mais il est quand même un peu limité. Ceux qui ont des enfants TDA le savent. Enfin, c'est un questionnaire qui est donné en 3 exemplaires, donc c'est quelque chose qui est très très subjectif. Moi, il m'est arrivé d'avoir notamment un TDA qui était passé par un diagnostic quand même assez corsé à l'hôpital Robert Debré, etc. Il s'est avéré qu'en 6 mois, il n'était plus du tout TDA. Donc il faut vraiment non pas mettre en doute les diagnostics qui sont ce qu'ils sont, mais ne pas accepter n'importe quel diagnostic. En fait, vous êtes les parents et c'est vous qui avez la main, quoi. D'autre part, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Hein. Vous savez, vous connaissez vos enfants. D'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que les enfants actuellement sont en saturation mentale totale. Ça veut dire quoi ? On est dans une société hyper tentatrice, en fait, on zappe continuellement. Vous le savez très bien, il y a les jeux vidéo, il y a évidemment l'écran, il y a une société qui est extrêmement sur le divertissement, on passe sa vie à gérer nos vacances, à faire des divertissements le week-end, etc. Et les enfants vont tous azimuts, en fait. Moi, je recommande beaucoup l'apprentissage du silence et de l'ennui chez l'enfant, donc ça fait du bien. Chez les parents, c'est pareil, vous êtes en saturation mentale, on est en saturation mentale, et la seule chose qu'on a envie de faire quand on rentre chez soi, c'est être tranquille, confortablement installé dans nos fauteuils, et puis on a une espèce de zébulon qui arrive devant nous, et là il y a une incompatibilité énergétique, on va dire, et c'est explosif. Ces enfants sont extrêmement vivants dans des sociétés qui sont extrêmement vieillissantes et extrêmement agacées partout. Donc il faut un peu relativiser les choses. Ils sont juste des enfants, ils sont juste très vivants. Et nous, on est juste très endormis, je pense. Aussi, oui, le soir, vous êtes endormi parce que vous avez une journée difficile, mais combien de personnes aussi au travail sont des TDA, enfin, entre guillemets, quoi. Mais on vous demande je sais que chez Renault, il y a l'outil de chat, alors vous êtes déjà en réunion, puis il y a quelqu'un qui vous chatte en disant « tu pourrais pas m'aider, là j'ai un problème », puis après il y a le SMS qui arrive en disant « dis donc, machin, tu m'avais pas dit… » Donc vous êtes, vous-même, si vous avez un dossier à écrire, vous êtes happé par le mail, le SMS, le chat, enfin bon, ça c'est de l'inattention. Parce qu'après, quand vous êtes en train d'écrire un document, à chaque fois vous reperdez 1 minute à 1 minute et demie pour vous remettre dans la structure de votre document et votre idée. Donc vous êtes aussi TDA au boulot, coupez de temps en temps les outils. Alors après, la méthode Davis. La méthode Davis. Alors comment agit la méthode Davis ? D'abord, elle va donner des outils mentaux très concrets pour un autocontrôle mental. Ce sont des grands mots, mais ça marche. Voilà, donc c'est pas miraculeux, ça se fait donc au fur et à mesure. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que le TDA… Peut-être plus des outils de régulation, je ne sais pas les mots que tu as employés. Ce sont en fait, on donne, si vous voulez, un stage, ça dure quand même 30 heures d'affilée, donc sur une semaine, on donne vraiment des outils à l'intérieur de soi, on fait prendre conscience de cet intérieur et de pouvoir manipuler en fait son cerveau en quelque sorte. Donc encore une fois, ça se fait petit à petit. Plus l'enfant TDA est grand finalement et plus ça marche, hein, il faut le comprendre. Voilà. Il y a également une chose qui est très très importante donc chez Davis. Dans la vie en fait, dès qu'on est petit, on apprend très vite par les expériences de la vie ce qu'on appelle les causes-conséquences, c'est-à-dire la causalité de la vie. Je tombe, donc je me fais mal. Je vais passer devant le petit copain au toboggan, je me fais engueuler par les parents, ou alors on m'insulte à la fin. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Sauf que l'enfant TDA, il est tellement ailleurs, il est tellement dans l'intensité de l'instant qu'il n'a jamais appris ça, qu'il n'a jamais compris que le petit copain qui allait le tabasser à la fin du toboggan, c'était à cause de lui. En fait, il n'est jamais à la cause du problème. Donc ça peut développer en fait des idées que tout le monde m'en veut, la maîtresse elle m'aime pas, j'ai pas d'amis, etc.
Et en fait, c'est parce qu'il ne se met jamais à la cause de ça. Donc la méthode Davis réintroduit en quelque sorte, c'est un mot étrange, mais réintroduit en quelque sorte cette notion de cause-conséquence. On prend du temps, hein, on peut, dans nos cabinets, en fait, on peut aller dehors, on peut aller dans les magasins, on peut faire des expériences très concrètes pour réintroduire donc, cette notion qui est fondamentale. Donc on élimine en fait la cause du comportement TDA. On l'a fait prendre conscience. J'ai eu un enfant là dernièrement de 15 ans qui est venu me voir parce qu'il avait été mis dehors une semaine de l'école à cause de son mauvais comportement, un enfant TDA et 10. Et au cours du stage, en fait, à la fin, au 4e jour, il a compris qu'il était à l'origine de son attention. Et il m'a dit, mais alors pourquoi on me donne des médicaments? Parce que les médicaments, ils m'aident pas à comprendre ça. Je dis, parce qu'on ne sait pas comment faire. Aujourd'hui, la société ne sait pas comment faire. Mais ce pauvre chat, ses effets secondaires sur lui étaient très durs. Et il ne mangeait plus, donc il ne grandit plus. Il a des tics aussi, je l'ai revu là. Il a des tics, c'est terrible. Et vous, en tant que parent, c'est pas drôle parce que vous êtes mis face à cette prise de décision qui est vraiment déchirante. Est-ce que je dois donner de la Ritaline ou du Casim, enfin c'est ce truc là, cette molécule, à mon enfant pour qu'il puisse suivre à l'école, ou est-ce que je dois le protéger de ça? Je pense que c'est assez dur. Voilà, c'est quand même un gros débat. Alors, il faut savoir quand même que la Ritaline, ce sont des amphétamines, qui ont quand même une conséquence sur la chimie du cerveau. Maintenant, il y a des enfants qui arrivent à bien gérer. Dernièrement, j'ai rencontré un TDA qui a 20 ans maintenant. Il sait en fait quand en prendre parce que l'effet est quasiment immédiat en fait sur 1 heure, 2 heures. Il rentre en examen, il prend avant donc son cachet et puis après il le fait plus. Et il sait que quand il aura fini ses études, son but c'est plus de prendre de Ritaline. Donc il sait gérer. Mais ceci dit, il se rend bien compte qu'il est complètement, en fait, il manque d'autonomie par rapport à ça, quoi. Donc leur apprendre plutôt, leur donner une autonomie, c'est quand même une garantie extraordinaire d'indépendance et de liberté, quoi. Oui, et là j'ai revu Mathéo, donc hier ou avant-hier, et il a baissé son niveau et il prend maintenant qu'un demi-médicament et il arrive à gérer. Voilà. Alors juste... pardon, excuse-moi. On a mis en fait ces petites photos, donc ils nous amusent, c'était vraiment... un TDA, il est victime de lui-même. Et vraiment, la méthode, la méthode Ron Davis permet vraiment de devenir acteur de sa vie, de poser les actes, de redevenir en fait vraiment acteur de sa vie. Voilà, il faut qu'on avance. Alors, c'est quoi celle-là? Ah oui, alors, ça c'est une très belle phrase. Louer ce qui est louable en chacun de nous construit et fait des miracles, oui. C'est pas la peine de mettre toujours en valeur les défauts, les problèmes. Louer en fait tout ce qui va bien chez un enfant, c'est vraiment, vraiment miraculeux. Et ça, on voit des miracles, tu as la même expérience que moi j'imagine, donc en cabinet, plus on va dans un sens, ne pas mentir surtout, mais plus on met en fait en valeur un enfant dans ses qualités, et plus il fera l'expérience de la réussite qui est miraculeuse. Ouais. On va continuer parce que là on pourra en parler. Donc comment fonctionne la méthode Davis? Alors là on vous raconte l'histoire d'une erreur. D'abord il y a un déclencheur, un truc. Le truc généralement pour un 10 c'est le mot. Un mot écrit, un mot parlé, voilà, ou un mouvement à faire pour un dyspraxique, quelque chose dans ce goût-là, un mot entendu pour un dysphasique. Bref, c'est le mot qui va générer une confusion, donc l'enfant est perdu. Moi, du style, quand je comprenais rien, que j'étais au tableau, j'avais l'impression d'un gouffre, tout noir, face à moi. Donc, comment réfléchir quand je suis dans cet état-là? J'y arrive pas, donc je pars en désorientation. Qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Donc là, j'ai mon œil mon imagination qui part dans tous les sens. Et du coup, je fais des erreurs. Voilà, ça c'est vraiment ce qui arrive. Et je peux prendre un exemple. Je peux dire the researcher found the solution eventually. Ok, on me demande de traduire ce truc-là. Désolé pour mon accent en anglais. Et je ne sais pas ce que veut dire eventually. Donc, je dis que éventuellement, parce que ça ressemble à du français, éventuellement, les chercheurs ont trouvé la solution. Et non, ça veut dire finalement. Et donc, moi, j'apprends mal le mot eventually. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule.
Et du coup, après, quand il va falloir que je traduise, éventuellement, je vais me tromper de mots. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la méthode Davis propose? Elle propose différentes actions. 1. Travailler d'abord sur les déclencheurs. Si je suis petit et que je ne sais pas ce que veut dire cependant, on va travailler sur ce que veut dire cependant. Avec un outil particulier Davis. Voilà, la pâte à modeler. La pâte à modeler. Et donc, on va dire, cependant, c'est une opposition entre la première partie de la phrase et la deuxième. J'aime ta coupe de cheveux, cependant, je la trouve un peu trop longue. Voilà, ok? Et là, vous faites entrer une compréhension du mot dans la tête de l'enfant. Donc, la première chose, on travaille sur les symboles. La deuxième chose aussi, on travaille sur les émotions. Parce que quand d'un seul coup, la prof de maths me demandait un truc au tableau et que je ne savais plus, je respire, je fais baisser mon énergie et j'essaye de comprendre. On a 3 niveaux dans le cerveau. Je fais simple, hein, d'accord? Le niveau reptilien, qui gère les émotions, qui était, quand on était cueilleur-chercheur là, quand on était homme des cavernes, on avait besoin de cette peur qui nous permettait de savoir si on devait filer en courant parce qu'il y avait un lion derrière, ok? Et ça, notre cerveau, il est toujours le même. Donc quand on a peur, on a besoin de l'avoir. S'il y a un camion qui klaxonne, hop, il faut que je remonte très vite sur le trottoir. Donc ça, c'est le niveau reptilien. Ensuite, vous avez le niveau limbique, celui des émotions. Donc là, il y a encore un peu la gestion de la peur. Et le 3e niveau, qui est le niveau de toute la connaissance, le cortex. Il faut savoir qu'en moyenne, un cerveau est adulte et mature, mûr, à partir de 25 ans, en moyenne, ok? Donc, l'enfant, quand vous lui dites « sortez vos cahiers, on va faire une dictée », ça c'est du vécu, peut-être que vous dites plus ça maintenant, mais en tous les cas, moi j'avais tellement la frayeur en moi que je ne voyais même plus l'intérieur de mon sac, pour chercher mon cahier. Donc c'est le mot dictée là qui déclenche. Ah oui. Juste le mot dictée est un déclencheur de panique totale. Voilà. Donc là, si j'avais eu l'outil Davis de calme-toi, t'as revu tes mots, tout va bien, tu sais faire, et ben ça aurait tout changé et toute la suite aurait été changée. J'aurais pas eu moins 5 ou moins 10 ou moins 15, enfin de toute façon on ne notait plus quoi. Et pour les TDA, le déclencheur? Alors pour le TDA, le déclencheur, ça peut être plein de choses, hein, la petite mouche qui est passionnante, le copain qui a une nouvelle gomme, enfin plein de choses, hein, vous connaissez le truc. Donc en fait l'outil phare, évidemment, donc c'est les 3 techniques dont tu as parlé, hein, donc maîtriser cette désorientation, le relâchement, l'énergie, mais c'est donc ce qu'on appelle un nouvel ordre de comportement et qui va justement donc permettre à l'enfant de comprendre quelle est la cause du problème. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour vous faire mieux comprendre la différence entre des penseurs en images et des penseurs en mots, on a fait ce petit schéma. Ce côté-là, c'est le penseur en images et là, c'est les penseurs en mots. Qu'est-ce qui se passe? On a un mot c'est chat, d'accord? C'est le mot chat. Penseur en image, lui, il va tout de suite en haut de la pyramide et il voit le mot chat. Et puis, éventuellement, il va dire le mot chat. Normalement, ça marche. Avec un mot comme 2, 1, ça peut ne pas marcher du tout parce que j'ai pas d'image. Donc du coup, je monte pas et je redescends pas. Encore moins puisque je suis pas montée. Alors que un penseur en mots, lui, il voit le mot et il va tout de suite sur la prononciation. Donc il sait lire beaucoup plus vite. D'accord? Quand on vous dit qu'on est câblé différemment, on est câblé différemment. Et donc, tu veux le dire ça ou c'est moi? Vas-y. Et donc, tout ça en fait pour synthétiser, que quand on dit on maîtrise un mot, c'est qu'on maîtrise 3 dimensions du mot. C'est avant tout le sens du mot, la compréhension du mot, qu'est-ce que ça veut dire, également la prononciation et son orthographe. Je vous donne un exemple. Imaginez donc que vous appreniez en fait un caractère chinois ou japonais. Vous pourriez l'apprendre par cœur, vous pourriez donc connaître son orthographe et à la limite connaître sa prononciation. Mais est-ce que vous pourriez l'utiliser dans une conversation? Non, parce que vous n'avez pas le sens. Attendez, je suis très fière de moi, j'ai appris à le dire. Taio. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de japonais. Hein. Ça veut dire soleil. Vous avez vu tout ce qu'il faut pour écrire soleil en kanji japonais?
Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, pouvoir en fait maîtriser un mot, et c'est le problème de la dysorthographie également. Effectivement, un enfant va pouvoir s'exprimer oralement, mais quand il est absolument incapable de s'exprimer donc sur une copie, c'est assez catastrophique. Des fautes, en fait, c'est 50 fautes par copie. Donc qu'un enseignant ou qu'un correcteur au bac sache que l'enfant est dyslexique, il sera quand même lui-même désorienté et il sera malgré tout, même s'il est extrêmement bienveillant, désorienté et sa note sera influencée. Il ne verra plus du tout le sens parce qu'il ne comprendra plus. L'orthographe donne vraiment un sens. Bah, quand vous avez une centaine voire plus de copies et puis qu'il y a la copie d'un dyslexique, il faut lire tout pour comprendre, on peut comprendre que les profs craquent. Ensuite, alors un nouvel ordre. Ah oui, faites passer pour les questions maintenant, vous avez peut-être mûri vos questions. Le nouvel ordre de comportement. Oui, c'est tout à l'heure la technique, en fait, l'outil phare de Davis, enfin phare, tout est phare, mais un des outils fondamentaux. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Imaginons donc un enfant vient pendant un stage et dit j'en ai marre, je suis toujours tout seul, j'ai pas d'amis. Donc il se représente comme ça, c'est le 1. C'est la conséquence de quelque chose. Ensuite, on va lui demander, donc le 2, ensuite on va lui demander de modeler en fait qu'est-ce qu'il aimerait. Donc là, il est content, sa petite bulle là s'est ouverte, il est avec des gens, donc il est heureux. Ensuite, on va revenir en fait sur la première conséquence. On va aller donc à la cause. Et là, on va chercher, donc ça peut durer un certain temps. On va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas d'amis. Alors parfois, ça peut être des eureka. C'est parce que je suis toujours en train d'insulter quelqu'un, je suis jamais content, etc. Enfin, il se rend compte en fait que il est à la cause de sa vie, quoi. Et puis ensuite, on revient donc sur le comportement qu'il veut. On dit, là, tu peux être acteur, tu peux agir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour avoir des amis? Et là, ça peut être des choses très concrètes. Il peut lister tout simplement des comportements. Je pourrais être plus gentil, je pourrais apporter des bonbons. Enfin, c'est des petites choses très concrètes et amusantes. Mais ce genre de choses, même dans les familles, vous pouvez l'utiliser. C'est quelque chose qui peut rester des jours et des jours sur une table. C'est vraiment une réflexion qui est assez extraordinaire. Et alors, cette pâte à modeler, on l'utilise pour plein de choses. On l'utilise, donc vous voyez, pour les TDA, on l'utilise pour les erreurs d'orthographe, pas les fautes, ça amène la honte, les erreurs d'orthographe. Et pour les maths, moi j'adore ça, j'avais jamais compris Pythagore, enfin j'avais appris par cœur, quoi. Et là, quand vous comptez les boules, vous comprenez que H2, donc l'hypoténuse, si vous comptez les boules en carré de l'hypoténuse, vous avez compris, là, le carré de l'hypoténuse, c'est le carré de A plus le carré de B. Et c'est quand vous comptez les boules, vous le voyez bien. Et donc là, vous comprenez. En plus, vous comprenez vraiment ce que c'est qu'un carré, parce qu'il y a des fois, on n'est pas très sûr. Mais c'est l'enfant qui fait ça, c'est pas l'enseignant, c'est pas lui qui accompagne. L'enfant doit faire les choses, c'est fondamental. Voilà, on l'accompagne, justement. Et là, c'est l'accompagnement de qu'est-ce que c'est qu'un complément direct. C'est important de savoir parce qu'après il y a des espèces d'histoires avec l'auxiliaire avoir et tout ça. Et donc là, l'enfant voulait reconnaître, la petite, elle voulait reconnaître ce que c'est qu'un complément d'objet direct. Et donc ici à droite, vous avez un muscle qui représente le verbe et le verbe et la flèche verte représente le direct. Les hauts représentent l'objet, ça peut être n'importe quoi, c'est un objet pris dans son ensemble, enfin au sens le plus large du mot, et donc c'est collé au verbe, complément, et le complément c'est l'ensemble des objets, complément d'objet direct. Et du coup, ça y est, elle avait compris, c'était génial. Voilà. Mais c'est vraiment propre à cet enfant, par exemple, pour moi par exemple, c'est quelque chose qui me désoriente, avec toutes ces couleurs, je ne comprends pas. C'est vraiment, l'enfant fait les choses, il a l'expérience de faire, et il accède à sa compréhension, et le processus de mémorisation est enclenché. Exactement. Et c'est ça qui est aussi important dans la méthode Davis. On parle dans l'enseignement beaucoup aujourd'hui de métacognition, c'est-à-dire que l'enfant doit comprendre comment il fonctionne. Il y a des choses que je sais, c'est la cognition, par exemple le sacre de Napoléon 1804, to bark, c'est aboyer en anglais, un truc comme ça. Et après, c'est comment est-ce que j'apprends? L'anglais, par exemple, moi, j'ai jamais réussi à l'apprendre avec des mots et des listes de mots. Mais par contre, depuis que je regarde des séries, ça va beaucoup mieux.
Et donc là, voilà, je sais que pour l'anglais, c'est pas la peine. Mais par contre, je pourrais pas regarder YouTube pour apprendre des trucs. Des trucs un peu plus physiques ou des choses comme ça me gêne. Enfin, la physique, la chimie, ça me gêne un peu. Donc je sais des choses sur moi, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Et c'est ce qu'on apprend à ces enfants quand ils viennent nous voir, c'est on leur propose des façons de faire, et petit à petit, ils trouvent eux-mêmes, mais généralement basés sur l'image, les représentations en 3D, et petit à petit, ils finissent par comprendre comment ils fonctionnent, et ils repartent avec plein d'outils. Et c'est également la gestion mentale nous aide beaucoup sur ça. Oui. Alors oui, raconte-nous l'histoire. Ah ouais, attends, je te le fais là. Père Castor. Alors, Ron Davis, donc son histoire est assez... Il est toujours vivant, il doit avoir 80 ans actuellement. Son histoire, il est né en 40, donc il est né Asperger, autiste et dyslexique. Et à cette époque, à 12 ans, en fait, on considérait qu'il était inéducable, attardé mental. Et en classe, en fait, il avait le dos tourné, il n'avait même pas le droit de regarder donc l'enseignant et puis ses camarades. Et puis à 12 ans, quand un diagnostic en fait d'attardé mental a été vraiment posé, on lui a dit qu'il avait le droit finalement de se retourner. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait une frise qui était la frise de l'alphabet. Quand il est rentré chez lui, en fait, il habitait en Californie, il a joué dans le jardin avec de la terre glaise, c'était de la pâte à modeler, quoi. Et il s'est amusé en fait à former en fait ses lettres. Et il me demandait, en fait, demander pour un autiste, c'est pas évident, mais il essayait de comprendre en fait l'association justement du son et de la lettre. À partir de là, il avait une enfance un peu particulière puisqu'il se faisait battre par son père. Et pour sortir de là, justement, il a commencé à modeler son père, à l'écraser, à modeler en fait la violence qu'il y avait autour de lui. Et par là même, en fait, il a commencé à mettre ce qu'on appelle la dualité, en fait, c'est-à-dire l'altérité, et à comprendre en fait qu'il était une personne. Et il s'est sorti lui-même en fait de l'autisme, en fait. De l'Asperger. Il s'est formé lui-même et à 17 ans, il savait dire l'alphabet mais pas à l'endroit. À ce moment-là, donc, on lui a quand même fait passer un test de QI. On s'est aperçu qu'il avait 137 de QI, qui est donc un enfant au potentiel. On a commencé à lui donner orthophoniste, psychopédagogue, etc. Une intelligence prodigieuse, donc, lui a permis en 10 ans de tout apprendre. Il est devenu ingénieur. Et 10 ans après, donc pendant ce temps, il a conceptualisé en pâte à modeler 1 millier de concepts et il avait 167 de QI. Donc un développement de l'intelligence avec cette méthodologie qui est absolument phénoménale. Quand on fait cette méthode, on réfléchit différemment. Et Claudine, tu me disais la dernière fois, tu avais le sentiment de réfléchir différemment. Depuis que tu faisais cette méthode, moi c'est la même chose. Les choses sont beaucoup plus claires. Oui, on va plus vite. Parce qu'on a... Alors après, peut-être quand même la fin de Ron Davis, il est devenu ingénieur, il est devenu père de famille, il est devenu artiste, et puis après il a décidé de consacrer sa vie à des gens qui ont les mêmes troubles que lui, et il a conceptualisé la méthode, qui est maintenant donc une méthode présente dans de très très nombreux pays. Oui, dans 43, je crois. Elle a 40 ans d'expérience, 44 pays, voilà. Si vous voulez vous en savoir plus, et puis regardez aussi des références plus scientifiques, merci. Donc sur le site Dyslexie TDA Dyscalculie dont je parlais tout à l'heure, vous avez toute une série d'articles qui s'appellent Vérification scientifique. Donc voilà, ça c'est pour creuser. Et puis vous avez l'ensemble des praticiens. Non, oui, et puis quand même Catherine Dolto, Catherine Dolto, on a mis cette phrase-là parce qu'elle nous envoie maintenant systématiquement des patients donc dyslexie, enfin 10 en règle générale ou TDA, parce qu'elle a très bien vu en fait la différence avant méthode et après méthode. Alors, selon notre expertise, on dégage 4 fondamentaux, parce que quand même ça fait pas mal de temps qu'on travaille, et puis on se réunit toutes là sur la France, etc., même jusqu'en Guadeloupe, on fait des Skype avec les personnes de Guadeloupe. On voit qu'il y a 4 fondamentaux dans tout apprentissage. La créativité, la bienveillance, le langage positif mais sans mentir, parce que sinon vous cachez la réalité à l'enfant, il n'a pas l'opportunité d'avancer. Et dire la réalité telle qu'elle est. Alors c'est toi qui commences là sur la créativité. Alors la créativité, voilà.
Pourquoi c'est très important pour moi, hein, sincèrement, c'est la chose fondamentale de toute forme d'apprentissage. Albert Einstein donc, a dit une phrase merveilleuse: je remercie les gens qui m'ont dit non, car j'ai fait par moi-même. Alors, on va tourner peut-être. Oui, j'étais en train de penser là, par exemple, sur le modelage du complément d'objet direct. Vous voyez bien qu'il y a de la créativité. La petite, elle l'a créé, ce truc-là. Et donc, évidemment, ça va lui rester dans la tête. Alors, qu'est-ce que c'est que la créativité ? C'est pas la peine, en fait, d'être un génie, un Pablo Picasso pour être créatif. La créativité, elle est partout. À partir du moment où on fait participer notre corps, où on fait avec nos mains, on est créatif. Même quand on fait une recette de cuisine, on est créatif. Finalement, c'est faire consciemment quelque chose, mais à sa façon, s'introduire dedans, avoir l'expérimentation, de l'instant. On parle beaucoup en fait de la puissance de l'instant présent en ce moment, mais c'est un petit peu ça. La créativité, en fait, c'est la vie même, en fait. Chaque geste du corps qui participe à la pensée. Aristote disait, la main est le prolongement de la pensée, c'est tellement vrai. Voilà. Alors, si on continue. Ah oui, alors comment on fait pour apprendre avec ce truc? Comment on fait pour apprendre? Dis-moi et j'oublie, montre-moi et je me souviens, implique-moi et j'apprends. C'est une phrase amérindienne, un proverbe amérindien. On n'apprend que ce que l'on crée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer, c'est comprendre. Comprendre, c'est traduire selon son langage naturel. Et traduire, c'est mémoriser. Concrètement, quand je fais l'expérience de faire du vélo sans petit trou, c'est pas mes parents qui vont me dire pendant des heures et des heures comment je dois m'équilibrer sur un vélo, etc. C'est quand j'ai fait du vélo, quand je me suis trompée, quand je me suis fait mal, que j'ai fini à apprendre à faire du vélo. Il faut faire les choses, il faut expérimenter les choses, et à l'école, c'est exactement pareil. Alors là, je vais vous montrer l'exemple que j'ai eu en cabinet d'une jeune fille qui n'arrivait pas du tout en troisième, qui n'arrivait pas du tout à apprendre sa leçon de SVT, qui faisait 5 pages. Et en fait, voilà ce qu'on a fait ensemble pendant 1 heure. Elle a résumé, en fait, au fur et à mesure, donc la temporalité, sa leçon donc, de SVT sur les virus. Donc c'est assez amusant et ça a été efficace, elle a eu 18 sur 20. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait, donc ça paraît simpliste, mais c'est là, elle a fait, elle a compris et elle a mémorisé. Alors après, le processus de mémorisation, c'est un geste qui doit être continu, donc ça c'est un autre débat, mais en tout cas tout est là, quoi. Et c'est ça qui est difficile en fait pour vous parents et pour vous enseignants, c'est que les penseurs en images vont avoir besoin, comme c'est dit sur le slide précédent, de traduire. C'est-à-dire que là, on vous donne des mots, le prof en classe donne des mots, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ces mots et pouf, les changer en images. On est toujours en système de traduction. Et après, quand on nous demande de rédiger quelque chose, on est dans le système inverse, c'est que j'ai des images et je dois les traduire en mots. Et là, des fois, je dis, mon image elle est tellement bien, qu'est-ce que je vais mettre comme mot? Alors moi, entre parenthèses, je sais qu'il y a des enseignants ici, alors voilà mon rêve de devoir. C'est-à-dire, imaginons, donc un enseignant va faire un cours sur l'histoire, par exemple. Et quel est le devoir ce serait extraordinaire de demander ça, c'est vous prenez votre leçon et vous la reconstruisez chez vous. Vous pouvez vous déguiser, vous pouvez coller, vous pouvez dessiner, vous faites ce que vous voulez, mais vous reprenez possession en fait de la leçon. Et après, en fait, l'enseignant prendrait 1 heure, 2 heures, pourquoi pas, pour faire passer en fait tous les élèves et expliquer à la classe comment il a pris possession en fait de sa connaissance, comme s'il était lui-même l'enseignant et qu'il expliquait à quelqu'un ce qu'il a compris, ce qu'il a appris. Alors, le deuxième point sur les 4, la bienveillance. Oh, je vais vous faire un petit dessin animé. Alors, la bienveillance, voilà, ça c'est votre enfant et il est face à face avec une mouche. Ah, quelle horreur! Une mouche, une mouche! Et donc, cette information va à la fois au cortex et à l'amygdale. L'amygdale se retourne et dit « Hé, hippocampe, c'est quoi ce truc-là? Tu sais toi ?» Parce que l'hippocampe, c'est la mémoire. Et l'hippocampe, il dit « Ça ressemble à un truc qui pique, vite, 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 pars en courant. » Voilà, donc ça c'était le reptilien et le limbique qui dit « D'accord ?» Et l'autre là-bas, le préfrontal, il n'est pas encore formé. Vous voyez, il y a un frein de vélo et il n'a pas le temps de dire « c'est qu'une mouche, rebute au bras et c'est pas... » Non, il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Le gamin, il part en courant. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc, quand vous dites à votre enfant
Si tu continues, je sais pas quoi, 3 petits points. Et ben lui, il a tellement peur que là, vous ressemblez à cette mouche et il peut plus rien comprendre. Face à la peur, il y a la sidération, il y a partir en courant, il y a voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est terrible. Et on ne rigole pas comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Donc en classe, votre enfant, il est face à ça. Et donc c'est ce que je vous ai dit, un moindre mot, un moindre... Et alors il voit le moindre mouvement sur votre visage. C'est des éponges à émotion et à compréhension. Et donc là vraiment, voilà, ça c'est la bienveillance. Et le pire, c'est « mais qu'est-ce que t'as pas compris ?» Mais si je le savais. Ouais, c'est ça. Et alors les petites phrases qu'on n'aime pas. Alors les petites phrases qui tuent en fait, ben voilà, ben elles sont toutes là, hein. Tu es maladroit, tu casses toujours tout, avec toi c'est toujours comme ça, t'es nul en maths, donc tu ne seras jamais médecin, tu ne feras jamais rien dans ta vie, qu'est-ce que tu peux être bête, tu ne comprends jamais rien, c'est pas une tête que tu as, c'est une passoire. Donc c'est le genre de choses en fait qui spontanément dans une famille on le fait, mais sachez, très sincèrement, ça détruit totalement donc l'enfant. Ça met en place des mécanismes de défense et c'est des années de psy plus tard. Alors, bon, voilà, ce qu'il y a de pas faire, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il ne faut pas se mettre au niveau de la personne. Et alors, vous l'avez compris, quand c'est du négatif, t'as toujours tort, un truc comme ça, donc c'est très mauvais. Mais même pour quelque chose de positif, c'est pas bon. Dire à quelqu'un, t'es formidable, t'es génial et tout, il se dit, oh punaise, comment je vais faire pour rester à ce niveau-là? Et c'est dur aussi, quoi. Là, c'est pareil. Ne mettez pas vos critiques, vos retours sur le niveau de la personne, mais mettez-la sur le niveau de son comportement. Et pour ça, trouvez toujours les contextes qui vont bien. C'est-à-dire, dis donc, là, avec ton oncle, t'as été un peu agressif, tu vois, même dans ta façon avec ton corps, là, t'as avancé, alors que finalement il disait ça, et puis même c'est peut-être un peu manqué de respect. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu pourrais parler? Tu peux y réfléchir? Voilà, là vous laissez la porte ouverte, l'enfant se sent responsabilisé et y réfléchit. Vous avez aussi, quand c'est positif, oh dis donc, génial ce que tu as fait avec ton frère ce matin, il a tout compris à l'explication de maths. Moi j'étais incapable de trouver les bons mots, toi tu as trouvé les bons mots, tu as trouvé les bons exemples, c'est vraiment super ce que tu as fait. Voilà. Et tout ça, là, vous remettez au niveau du comportement. Ok? Et là, ça marche. C'est bon? Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ah, le Oui, troisième. alors, pourquoi donc dire la réalité telle qu'elle est? L'éducation positive ne veut pas dire cacher la réalité à un enfant. Je vous raconte une histoire donc, que j'ai vécue. En fait, je suis partie faire à Londres donner un stage donc dyslexie à une jeune fille française, et cette jeune fille en fait a été éduquée justement dans le système anglo-saxon, dans un système qui est très protégé, où on dit toujours tout va bien ma chérie. Et en fait elle est arrivée à 10 ans, et en fait ce stage, pour moi sincèrement c'était un échec, parce qu'elle n'avait pas du tout conscience de son problème. C'est-à-dire que c'est bien sûr en fait il faut être bienveillant, etc., mais à un moment donné il faut faire prendre conscience à la personne qu'elle a un problème. Sinon comment dépasser ce genre de choses? Voilà. Donc accompagner l'enfant, c'est le faire prendre conscience de sa difficulté, qui est vraiment un tremplin vers autre chose, vers se dépasser, vers une réussite. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à une maman, enfin à des mamans qui venaient dans le cabinet, ben non, je ne prends pas votre enfant, parce que votre enfant, il a l'impression qu'il sait lire l'heure, alors qu'il ne savait pas lire. Hein. Je lui ai demandé de lire l'heure, mais il nous a raconté n'importe quoi, c'était pas la bonne heure. Il a écrit quelques mots, c'était pas les bons mots, enfin bon, il y avait plein d'erreurs d'orthographe, mais il en avait absolument pas conscience. Et en fait, le professeur, dans un côté bienveillant, ne voulait pas dire du mal de cet enfant, parce qu'elle ne voulait pas le casser. Mais malheureusement, du coup, l'enfant n'avait pas conscience qu'il n'était pas au niveau, qu'il avait vraiment des lacunes. Et la maman a été contente parce que finalement ça a donné lieu à une explication entre le professeur, l'enfant et la maman. Et quelques mois après, l'enfant est venu et il a suivi le stage et il était motivé. Sinon, il n'était pas motivé, c'est pas la peine de faire le stage, tout le monde s'ennuie, lui, moi et la maman, elle paye pour rien. Alors après la conclusion.
Donc on va conclure et puis on va vous raconter chacune en fait une expérience extraordinaire. Oui, une petite histoire, donc chacun sur justement des cas de stage qu'on a donnés qui sont assez atypiques. Donc la méthode de Davis, en fait, c'est avant tout redonner en fait l'autonomie à la personne. C'est pas proposer des béquilles à n'en plus finir avec. Alors c'est vrai que c'est très bien hein, des plans d'accompagnement pour l'enfant, des tiers-temps, etc. Évidemment, donc il faut vraiment les demander. Mais l'idéal, en fait, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation dans la vie. Et c'est ce que la méthode Davis en fait donne, c'est de l'autonomie et la maîtrise de sa pensée. Alors on a illustré par, voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, la pensée 10 ou TDA. C'est comme si vous aviez un cadeau extraordinaire, une merveilleuse voiture qui va très vite, et on ne vous a pas donné le permis de conduire, donc ça peut être catastrophique. Donc on a Mr Bean sans la méthode Davis, et James Bond avec la méthode Davis. Donc tu commences avec ta merveilleuse histoire. Alors, ma merveilleuse, là, elle me plombe parce que moi, j'avais rien préparé. Je pense que je vais reprendre cet enfant de Lille qui est venu de Lille juste avant les vacances de Noël avec sa maman. Et ils ont séjourné à Dreux, donc ils faisaient Dreux-Versailles tous les jours pour travailler avec moi. Et cet enfant était en difficulté scolaire en 6e, il avait vraiment du mal et on a travaillé, il a compris, donc il a compris sa métacognition. On a vraiment bossé à fond sur, il était dyslexique, on a bien bossé. Et à la fin, je dis, bon, attends, on va faire une pause. Non, je veux pas que tu fasses des pauses. Moi, dans 2 jours, je repars à Lille, tu seras plus là pour m'expliquer, donc on fait pas de pause. Mais moi, j'ai besoin d'une pause. Et quelques temps après, j'ai eu des nouvelles et il avait les félicitations du conseil de classe, il avait eu un cadeau un livre en cadeau parce qu'il avait fait plein de progrès et voilà, il avait pris son envol. Et voilà, un autre aussi, c'est juste très court, une petite fille qui s'accroche à mon cou et qui me dit « Merci, j'ai compris comment je fonctionne ». Alors moi, cette histoire, j'ai quand même demandé l'autorisation pour en parler ce soir. J'ai eu la chance de donner un stage dyslexie à un homme de 61 ans et qui était presque illettré, en fait, qui avait vraiment beaucoup de mal à lire, qui était d'une intelligence prodigieuse, qui s'était débrouillé dans la vie de manière extraordinaire, avec une histoire un peu à la Jean Valjean. C'était un stage avec beaucoup d'émotions parce que à cet âge-là, voilà, il y a toute son histoire, sur son corps, en fait, ça fonctionnait pas très bien. Et son but, en fait, c'était d'écrire des SMS à ses petits-enfants. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Et puis à la fin, donc bon, il y a eu beaucoup de larmes, hein, beaucoup d'émotions dans ce stage. Et après, on m'a expliqué quand il était rentré chez lui, il était avec sa femme qui lisait en fait énormément de bouquins et lui, il était vraiment étranger à ça. Et puis à un moment donné, elle part dans la cuisine et puis elle revient. Elle ouvre son livre et dans le livre, il y avait marqué un petit mot « Je t'aime ». Et en fait, il avait été capable de lui exprimer en mots pour la première fois de sa vie, donc son émotion. Donc là, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Et cette personne maintenant, donc j'ai appris qu'elle avait beaucoup d'amis, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et qu'elle avait en fait des rapports beaucoup plus justement dans l'attention et elle s'est vraiment découverte à la vie. Voilà. Alors maintenant, la parole est à vous avec les questions et j'espère des réponses. Vous voulez prendre un petit moment pour lire les questions qui ont été écrites pour peut-être voir. Alors la feuille à questions qui est partie. Il y avait S'il y a quelqu'un qui a tout de suite une question, en attendant que la feuille à questions revienne, là, on peut y aller. Ah, allez-y. Attendez, attendez. On vérifie que ça fonctionne bien d'abord. Non. C'est dessous. Sinon, parlez fort. Allez-y. Avec votre méthode, vous préconisez tout simplement d'arrêter le traitement, condition sous traitement. Le traitement de la Ritaline. En fait, faut-il arrêter le traitement de la Ritaline quand un enfant est sous Ritaline? Il faut vraiment en discuter. C'est-à-dire, ça dépend du niveau en fait du trouble de l'attention. Ça dépend comment est l'enfant. Il y a des enfants en fait qui sont vraiment en échec total, hein, qui sont virés de tous les établissements. Il faut vraiment en discuter. On ne recommande pas, on n'est pas en mesure de faire ça.
chaque cas est unique et particulier. On est dans l'humain, donc c'est vraiment différent à chaque personne. Oui, devant, là. Madame. Vous voyez là un oiseau. Bonjour. Moi, j'ai pas très bien compris comment se déroule un stage. Est-ce que vous avez d'abord un bilan avec l'enfant et ensuite vous déterminez les objectifs du stage? Est-ce que vous êtes en individuel avec l'enfant ou est-ce que c'est des stages en groupe? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus parce que le but c'est pas de vous vendre les stages, c'était d'expliquer comment ça marche. Le stage c'est 5 jours consécutifs parce que c'est des gestes à mettre comme un stage de sport, par exemple du tennis où vous faites un stage intensif pour bien apprendre un geste. C'est pareil pour le cerveau, il faut bien apprendre certains gestes. Donc c'est 5 jours, 30 heures. En amont, on fait en effet on se rencontre avec l'enfant parce que ça peut ne pas fonctionner entre l'enfant et la personne. Donc là, c'est pas la peine de continuer. Et c'est l'enfant qui détermine ses objectifs parce que c'est comme ça qu'on a la motivation. Évidemment, on a tout un questionnaire et puis on parle beaucoup avec l'enfant, tout ça, pour savoir quelles sont ses problématiques dans la dyslexie ou le TDA ou la dyspraxie. Les 10 ne sont pas tous les mêmes, donc il faut vraiment voir ce qui gêne l'enfant, ce qu'il veut, et lui faire, même quand ils sont petits, 7-8 ans, ils sont capables de vous dire vraiment ce qu'ils veulent améliorer chez eux dans les problèmes de 10. Et puis après, en fonction de ces objectifs, on met en place, nous, le contenu du stage. Donc il y a pas mal de questions, si vous voulez regarder. Alors déjà, il y a pas mal de questions sur... alors, la première, donc... Je te laisse lire, j'arrive pas. Y a-t-il des risques de confusion entre la méthode à l'école et la méthode Davis? Non, pas du tout. En fait, la méthode Davis, si vous voulez, elle va agir sur la maîtrise en fait de la pensée. Donc on ne va pas du tout rentrer dans une méthodologie de l'école. Et au contraire, en fait, lors d'un stage 10, le dernier jour en général, on demande à l'enfant d'amener ses cahiers, d'amener ses contrôles, etc. Et on travaille dessus pour justement pouvoir transférer en fait ce qu'il a appris pendant une semaine à l'école. Il faut évidemment qu'il y ait un transfert total et une cohérence avec l'école. C'est évident. Alors, sur le dépistage en fait, du TDAH à partir de 6 ans, il vaut mieux quand même pas forcément dire à un enfant à 4 ans qu'il est TDAH. Il faut attendre. Un enfant, il est vraiment en formation. Donc effectivement, il faut quand même commencer un peu tard pour vraiment oser dire qu'un enfant est TDAH. Donc plus on attend et mieux c'est. Maintenant, donc, je vois séance de psychomotricité, orthophonie, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pensée en image va se répercuter sur 4 dimensions qui sont le rapport au temps, la perception donc visuelle, la perception auditive et l'équilibre. Donc souvent on trouve des enfants qui passent un temps fou en psychomotricité ou chez l'ORL ou chez l'ophtalmo, etc. On ne comprend pas très bien, mais finalement la source en fait elle est unique, c'est la dyslexie. Donc quand on va toucher la dyslexie, souvent en fait on abandonne derrière parce que l'équilibre en fait revient, il y a une meilleure audition, une meilleure perception, en fait tout, on va vraiment à la base du problème. Voilà. Mais ça peut être complémentaire, quoi. Les psychomotes aident les enfants dyspraxiques, ça c'est sûr. Oui, vous aviez une question. Oui, je veux bien intervenir sur ce que vous avez dit. Vous dites qu'il ne faut pas leur dire trop tôt ou intégrer la chose trop tôt. En même temps, c'est quand le bon moment. Et puis, dans la présentation, on a vu aussi que c'était bien de leur faire comprendre qu'il y avait un problème. Donc, du coup... Oui, alors, oui, vous avez raison de soulever ça. C'est-à-dire, en fait, c'est difficile de diagnostiquer. En fait, en France, on est le champion du diagnostic, mais finalement, c'est extrêmement complexe. D'affirmer qu'un enfant est TDA, encore une fois, on trouve des enfants, on dit qu'ils sont TDA, mais ils ne sont pas vraiment TDA. Parfois, on trouve des enfants, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, mais en fait, ils sont dyslexiques et ils sont passés dans les mailles du filet du diagnostic de dyslexie. Pareil pour les hauts potentiels, un dyslexique qui va passer un test de QI, il y a certaines questions qu'il ne va pas comprendre. Donc, les résultats ne seront pas fiables. Alors maintenant, quand leur dire
Ça c'est l'art et la manière du parent, quoi. On ne peut pas non plus enfermer quelqu'un dans une identité problématique et pathologique, parce que ça c'est grave. On ne peut pas dire à un enfant je suis dyslexique, voilà, c'est mon identité. C'est dangereux en fait de faire ça. C'est pour ça qu'on dit être avec dyslexie, c'est pour ça que les autistes ils ont bien trouvé, c'est être avec autisme, mais pas être autiste. Vous voyez la différence de ce que ça donne. Et même si mon fils est 10, enfin mon dernier est 10 et vraiment 10, il ne faut pas que ça soit ça qui définisse l'enfant. Il est d'abord, je sais pas, un amateur de foot ou je sais pas quoi, des trucs qu'il aime, c'est ça sa personnalité. Après qu'il soit 10 ou enfin qu'il ait des troubles 10, c'est autre chose. Ça c'est important. Le diagnostic, moi ça me gonfle ce diagnostic parce que on attend toujours qu'un enfant, pour la dyslexie par exemple, ait 18 mois de retard en lecture. Et si on attend vraiment 18 mois de retard en lecture, c'est punaise de trop tard. Voilà. Alors qu'on sait bien qu'il y a plein de signes avant qui sont, mais même en maternelle, dans les premières années de maternelle, deuxième, troisième année de maternelle, vous avez des signes qui sont là, qui sont avant-coureurs de la dyslexie. Et donc on pourrait mettre, et là les chercheurs sont tous d'accord pour dire qu'on pourrait mettre en place des méthodes avant le CE1 ou CE2, là où ça commence vraiment à être dur, parce que la demande de l'école est toujours comme ça, et puis eux ils sont toujours en train de courir derrière. Donc voilà, il faut trouver le bon moment pour le dire, c'est quand votre enfant, de toute façon, avant qu'il ait trop mal, avant qu'il soit trop mal, t'es un peu différent, t'es 10. Parce que moi je vous assure que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi les autres à côté, ils arrivent à faire un truc comme ça, qui est la lecture, et moi j'y arrive pas? Pourquoi ça marche pas dans ma tête? C'est vraiment très dur à vivre quand on est petit. Alors il y a une question, donc est-ce qu'il y a autre chose dans la méthode Davis que la pâte à modeler? Alors oui, c'est-à-dire que là, délibérément, on n'a pas insisté sur la méthodologie, mais il y a quand même 30 heures derrière. En gros, il y a 5 grands outils en fait dans la méthode Davis. C'est effectivement la maîtrise, qu'on appelle la maîtrise des symboles, qui est la pâte à modeler. C'est les outils du relâchement, de l'énergie, de la désorientation, et également une méthode de lecture qui est très particulière et qui apprend à l'enfant à lire véritablement dans un sens, c'est-à-dire un mot, il a un sens, c'est lettre par lettre. Et le dyslexique, il prend le mot comme un objet, et à l'intérieur du mot, en fait, il fait des va-et-vient. Donc il y a une méthode de lecture où on rééduque en fait l'œil carrément, qui est profondément perturbé. Donc non, il n'y a pas que de la pâte à modeler, mais voilà, on n'est pas rentré dans les détails. Voilà. Oui, donc vous pouvez pas rentrer dans les problèmes de dyslexie, parce que c'est. Il y a aussi une question. En France, non, il n'y a pas autre chose que l'orthophonie, l'orthopsie, pour les problèmes 10, pour les enfants qui sont 10 ou TDA. Enfin, dyslexique, c'est l'orthophonie. Dyspraxique, ça sera le psychomote. Dyslexie, ça peut être aussi l'orthoptiste, pour justement bien faire ce balayage de gauche à droite. Mais en France, il n'y a rien d'autre de proposé. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a différentes dyslexies. Les dames orthophonistes, elles peuvent aider sur certains types de dyslexie, mais pas d'autres. Si votre enfant il a une dyslexie visio-spatiale, l'orthophonie elle va avoir du mal à fonctionner. Pareil, si c'est une dyslexie, pour se construire le dictionnaire interne qui est la dyslexie, purée le nom m'échappe. Donc voilà, de surface, la dyslexie de surface. Et celle-là, elle est plus dure à travailler par les orthophonistes. Mais en France, dyslexique égale orthophonie. Alors, il y a une question aussi, un stage Davis est-il plus pour les TDA que pour les 10? Alors, peut-être qu'on a parlé un peu trop des TDA. En fait, c'est pour les 10, c'est pour les dyslexiques, c'est aussi pour les TDA, c'est aussi pour les autistes. Alors, moi, je ne suis pas formée à l'autisme, mais Claudine l'est. Mais oui, en fait. Et il m'est arrivé de donner également un stage Davis, en fait, pour un haut potentiel qui était dysorthographique. Donc, la méthode s'adapte à tous les profils atypiques, en fait. Qu'est-ce qu'on pense des écoles spécialisées comme le CEREN? C'est déjà mieux parce que les enfants souffrent moins. Ça aussi, c'est en fonction
de l'importance du trouble chez votre enfant. Est-ce qu'il doit être mis dans un milieu un peu protégé comme le Cérène ou d'autres écoles? Le mien, il a été à Blanche-de-Castille parce qu'il y a un endroit pour accueillir les enfants à besoins particuliers. Et bah oui, on n'en pouvait plus avec mon gamin, donc il fallait vraiment se poser et puis avoir des gens qui comprennent mieux les problématiques des 10. Et donc ça nous a fait du bien. Après, bah là encore, c'est un peu du sur-mesure. Le côté bien au Cérène, c'est que vous avez les orthophonistes qui interviennent dans l'enceinte du collège ou de l'école. Vous avez les ordinateurs qui sont acceptés super facilement, les profs qui connaissent un peu les modes de fonctionnement des ordinateurs, donc ils n'ont pas peur. Enfin, des trucs comme ça, quoi, qui facilitent la vie au quotidien de l'enfant. Donc ça peut être bien. Mais en même temps, je trouve que... excusez-moi, je vais dire vraiment le fond de ma pensée, mais le Cérène, moi j'ai rencontré le directeur, et en fait, il met rien, il est neuropsychologue, je crois, il est neuro, et en fait, il met rien vraiment d'étonnant dans son école, c'est un peu dommage. Il pourrait... Qu'est-ce que c'est, Cérène? Ah, le Cérène, c'est une école particulière, il y en a 2 ou 3 centres dans Paris, qui sont pour les 10 plus exactement, et pour les TDA, je pense aussi. Moi, j'ai ma fille, par exemple, qui est au Cérène, justement, je l'ai mise il y a 2 ans, et ça nous a sauvés à un moment donné, parce qu'on n'en pouvait plus. Et c'est vrai que là, au bout de la 2e année, je me rends compte qu'elle est dans un cocon, mais on ne passe pas outre ses problèmes. Voilà, on ne donne pas les... C'est-à-dire qu'elle est sur ordinateur, il y a l'orthophoniste, il y a l'ergothérapeute, il y a plein de choses, mais elle n'accepte pas l'autonomie en fait. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, c'est bien, c'est exactement ça. Donc on était en train de parler du Cérène, je fais l'ampli. Donc le Cérène, c'est bien, il y a une maman, mais c'est pas suffisant parce que c'est un cocon, c'est un espace où pendant 1 ou 2 ans l'enfant peut c'est déjà pas mal, se reconstruire un peu, se retrouver. Mais s'il retourne dans le monde, ça redevient pareil. Il prépare quand même les enfants à retourner. Oui, normalement, il prépare. Mais en tout cas, là, moi, au bout de 2 ans, je ne la vois pas aller en 6e normale. Voilà, alors que normalement c'est prévu pour ça, c'est-à-dire que c'est un passage pour permettre à l'enfant de se reconstruire, reprendre des compétences et repartir dans le système. Il contourne les problèmes, il contourne l'orthographe, il contourne l'écriture, il contourne plein de choses, mais c'est pas suffisant. Enfin, voilà. Moi, pour l'instant, ils contournent les problèmes, mais ils font pas face aux problèmes ou ils donnent pas de solution pour que l'enfant trouve des astuces pour surmonter ses problèmes. C'est ça, je distors pas vos... Ok. Mais c'est vrai que là, oui, mais on touche quand même un thème qui est important, c'est quelle école choisir pour son enfant quand son enfant est atypique. J'allais dire, en fait, c'est à vous de voir, c'est-à-dire on ne peut pas proposer à un enfant qui commence à rencontrer des difficultés en CM2 de rentrer dans une école élitiste. En fait, c'est complexe quand même pour lui. Donc, j'allais dire, il y a une école pour chaque enfant. Dans la région, en fait, on a la chance en fait d'avoir un nombre d'écoles entre le public, le privé, le hors contrat, qui est assez extraordinaire. Donc, il faut s'adapter surtout à son enfant parce que la charge et l'énergie en fait qu'ils ont pour lutter en fait contre ces problèmes est immense. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment immense. Oui, c'est pour ça qu'il faut vous faire confiance. Il faut voir, est-ce que mon enfant est fatigable, est-ce qu'il va pouvoir faire ça. Moi, à un moment donné, on m'avait proposé une Ulysse. L'Ulysse, c'était taxi tous les matins à 7h du matin et retour tous les soirs à 6h du soir. Bon, en plus, il faisait des crises d'asthme et tout ça. C'était pas possible. Il a fallu faire autre chose. Voilà. Et en même temps, on sait très bien que quand on met des enfants, enfin les profs qui sont là, je pense diront la même chose, quand on met des enfants à problème dans une même classe, on sait très bien que le niveau moyen diminue. Bah oui, mais entre le fait d'avoir un enfant qui est complètement cassé et peut-être un enfant qui se remet avec avoir une bonne confiance en soi, bon ok, le niveau reste moyen faible, mais au moins il est pas malade et il tient debout quoi. Donc voilà. En Ulysse, ils sont pas tous dans la même classe. En Ulysse, ils sont dans les classes normales. Oui, alors ça a évolué. C'est vrai que ça a évolué. Mais ça, voilà. Mais il y en a. Avec leur tout et leur oui. l'ADS collective et
enseignante référente, quoi. Donc, c'est une enseignante rien que pour eux, qui va détacher pour faire des contrôles, leur expliquer les choses qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Alors je pense que maintenant, en effet, oui. Et ça l'a beaucoup aidé aussi. Ça a été difficile à accepter, le taxi, etc., beaucoup de choses. Mais il a eu son brevet avec confiance. Ah, c'est bien, bravo. Et il sait que ça l'a beaucoup aidé. Même si au départ, il était dans le refus de ça. C'est compliqué. Voilà. Il faut trouver des solutions Qui conviennent à son enfant. Donc pour votre enfant, ça a marché. Il n'y a pas des tonnes de solutions. Non, en plus non, il n'y a pas des tonnes de solutions. Il y a le circuit normal, enfin j'aime pas dire normal, classique, merci. Il y a le circuit classique, il y a les Ulysse, et puis après il y a des écoles. aussi par les écoles alternatives, on a Montessori et Davis, Montessori peut ne pas aider parce que là aussi on va avoir des évitements. Donc moi j'ai eu même une professeure Montessori qui m'a apporté sa fille justement. Donc et elle aimait bien l'approche Davis. Mais l'approche Montessori aide quand même un peu plus les enfants en 10. Voilà. Il faut faire attention quand même à ce que je vois. J'aime beaucoup toutes les écoles alternatives Montessori. Montessori, c'est extraordinaire. Mais il faut faire attention quand même en tant que parent que ce ne soit pas une fuite. Et on trouve des enfants maintenant qui arrivent en CM2, 6e, qui ne savent rien. Et qui sont passés en fait d'école alternative en école alternative. Moi, je trouve qu'après avoir fait tout ce parcours, en fait, ce qui compte, c'est l'humain en face. Complètement. Peu importe la pédagogie, c'est l'humain. C'est l'humain qui est en face. Peu importe la pédagogie. Ce qui compte, c'est l'humain. Peu importe la pédagogie, peu importe oui, ce qui importe, c'est l'humain. Je vais aller dans votre sens, en fait, même dans un cabinet. En fait, là, on parle de la méthode Davis, mais finalement, c'est le thérapeute en face de vous, en fait, quelle est la qualité de relation qu'il a avec la personne. Et finalement, moi, je me demande maintenant si c'est pas la confiance qu'on donne à l'enfant et la qualité de la relation qui guérit l'enfant. Point final, c'est que ça. Et on utilise des méthodes, qui guérit. Non, j'aime le mot guérir, qui fait que l'enfant va trouver des solutions en lui-même pour dépasser ses problèmes. Il n'y a pas vraiment guérison, c'est une question ça. On ne guérit pas, on trouve des solutions, on trouve des points forts en soi. La pensée en image, une façon d'apprendre, marcher, chanter, des trucs comme ça qui vont faire qu'on va réussir à apprendre en dépit de sa dyslexie. Ou grâce à sa dyslexie. Grâce à sa dyslexie. En fait, la question, oui, c'était un 10 ou un TDA, peut-il guérir tout seul ? Oui, évidemment, puisque Ron Davis l'a fait. Et il y a énormément de... une question. En tout cas, il y a énormément de parents, et sûrement, en fait, dans la salle, il y a quand même une génétique de la dyslexie, qui n'est pas prouvée scientifiquement, mais qui est évidente. Donc, vous êtes sûrement des parents 10 également, et vous vous êtes débrouillés. Bon, voilà, on peut se débrouiller. On peut apprendre tout seul. C'est génétique, hein. C'est génétique. C'est pas prouvé scientifiquement. Bon, alors on n'a pas lu. Et il y avait encore une question. Il y avait une question sur un TDA. Alors, allez-y alors. Est-ce qu'on connaît la méthode de Domatis et qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je la connais. Je ne sais pas si tu la connais. Moi aussi, je la connais. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Ouais. En fait, tout ce qui est en fait autour de l'orthophonie, si vous voulez, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est la qualité relationnelle avec l'orthophonie. Ma fille qui est dyslexique, elle a passé, 10 ans en fait en cabinet d'orthophonie. Son orthophonie, c'était extraordinaire parce qu'elle avait une sorte de coaching, mais c'était de la... je ne sais pas s'il y a une orthophonie dans la salle, ce serait extraordinaire, non ? Mais, super. Donc peut-être que vous pouvez témoigner. Mais en soi, chez l'orthophoniste, on ne corrige pas la dyslexie, on ne guérit pas la dyslexie. C'est une sorte de coaching, on reprend en fait des méthodes de lecture, etc. Mais c'est des répétitions. Je me souviens, ma fille, elle a passé, je crois, 4 ans, qu'est-ce que c'est que le verbe, quoi. Et puis un jour, avec la méthode Davis, elle a compris. Je dis pas que c'est miraculeux et je vais jamais comparer parce que je conseillerais jamais d'arrêter l'orthophoniste. Mais l'orthophoniste, c'est la folie, quoi. Ils sont extraordinaires pour ça, vraiment. Mais pour la dyslexie, c'est pas leur premier but, c'est pas le premier but de l'orthophoniste. Moi, alors la méthode Domatis, c'est Tomatis, T-O-M-A-T-I-S, c'est ça. C'est une méthode par le son, on fait une rééducation de l'oreille et c'est ça que j'aime bien parce que en fait, ce qu'a vu Tomatis, c'est que
souvent les 10 sont mal latéralisés. Et on le voit, nous on a des droitiers des pieds, gauchers des yeux, enfin bon voilà, c'est un peu le bazar là dans la latéralisation. Et normalement on est aussi latéralisé des oreilles. Les oreilles n'ont pas le même rôle, droite et gauche. D'accord ? Et donc, il fait tout un travail sur juste comment reprendre cette latéralisation, comment remettre en place la latéralisation des oreilles et comment bien rééduquer ça. Et je pense que c'est super important parce que c'est vrai que nous les 10, on entend bien, on peut avoir une super bonne écoute, mais on peut avoir du mal, c'est que les études montrent qu'on a du mal à identifier des sons. Par exemple, vous avez plein d'enfants 10 qui n'entendent pas le breu dans la chambre. Ils disent chambre, un arbre, un arbre, voilà, des trucs comme ça. Il y a déjà deux. Voilà, et donc, oui. Et donc ça aide énormément. Je pense que ça aide. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez le docteur Habib, encore lui, qui travaille pour savoir si la rééducation par la musique est bonne. Et vous avez aussi une orthophoniste, Béatrice Sauvageau, qui travaille aussi beaucoup avec la musique, je crois. Oui, Béatrice Sauvageau, vraiment à recommander. Hein. Elle fait des stages, elle donne des méthodes extraordinaires. Ah oui, c'est particulier. Alors, une dernière question, et puis après, on nous dit qu'il faut arrêter. Ah oui, il y avait une question. Moi, juste, j'en aurais une. Quand on ne peut pas suivre un stage des vis, qui est aussi peut-être à un certain coût, qu'est-ce que l'on peut faire pour s'approcher de la méthode Alors, oui, bien sûr. Déjà, vous pouvez lire le livre, qui est vraiment une très belle approche. Et voilà, il y a le don de dyslexie. C'est le don de la dyslexie. Également, à côté, Ron Davis a écrit un livre qui s'appelle Les graines du génie, donc l'autisme. Mais c'est bon pour tout le monde, hein, pour la personnalité, c'est extraordinaire. Et puis, c'est du tâtonnement, quoi. Alors, moi, quand j'ai ce cas, je les prends en fait quand même en séance hebdomadaire. Et puis, on avance comme ça petit à petit. Je donne pas un stage Davis, il y a plein de choses que j'aborde pas. Mais j'utilise énormément de méthodologie en fait de Davis. Et effectivement, quand c'est pas des grosses dyslexies, ça marche. Oui. Et pour vous aider aussi, donc c'est pour ça qu'avec mes collègues, c'est Hachette qui est venu nous demander, nous commander un livre parce que justement ils étaient intéressés par ce côté positif de la dyslexie. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre SOS Mon enfant est 10 dans lequel on vous donne plein d'idées de coups de pouce et plein de compréhension. Donc vous avez là-dedans plein de trucs à mettre en place. Et on vous explique aussi comment traduire, parce que le problème c'est de traduire. Vous vous souvenez là, l'image du virus et tout ça là. Comment c'est traduire ? Voilà. Donc c'est comment traduire à votre enfant pour que ça rentre en lui, parce que si sa mémoire à court terme est nulle, il faut la bypasser, la contourner, pour aller travailler sur des mémoires qui sont fortes chez les 10, comme la mémoire biographique, c'est-à-dire la mémoire de mon vécu. Alors si vous faites d'un seul coup, je sais pas moi, il est Louis XIV et c'est lui qui travaille avec Colbert et tout ça, et ça va rentrer dans sa mémoire. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on vous met dans le livre. Dernière chose, est-ce qu'il existe un réseau Facebook ou autre de mise en lien un peu des fois entre parents sur ces thématiques avec l'approche Davis ou pas ? Alors, spécifique à l'approche Davis, non, mais c'est une excellente idée. Merci. Mais en tout cas, il existe beaucoup de sites sur les troubles de l'apprentissage et les parents racontent en fait leur expérience et puis donnent des conseils, effectivement. Il y a une formation Davis ? Vous avez toutes fait la même Oui. formation ? Oui, il y a une formation. Il y a une seule formation, oui. Oui, c'est un à Paris. truc borné, carré, international et voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Oui, c'est très strict. La formation est très stricte. Excusez-moi, on parlait tout à l'heure du prix de la formation. Vous avez un ordre ? Oui, alors là aussi, le prix c'est très strict puisque ça nous a imposé. C'est 30 heures, donc c'est. Ah non, c'est les heures qui sont imposées, c'est pas le prix. Ah si, non ? Non. Ah bon. C'est combien quoi ? Bon dis ton prix. Je prends 52 € de l'heure. C'est moins cher. On fait des enchères inversées. C'est parti. Tu prends combien, 50 ? Elle prend 50. Bon, à négocier quoi. Non, ouais, c'est comme ça. Voilà, donc c'est 30 heures et 50 €.
de l'œuvre. Donc c'est 1 500 € en stage en règle générale, en sachant que on s'adapte, c'est-à-dire on peut payer en 3 chèques, 4 chèques, on peut, voilà, sur une année en fait, on peut faire au fur et à mesure, mais on comprend le coût, c'est quelque chose, mais voilà. Pardon ? Oui, alors après, si vous ne pouvez pas vraiment faire sur 5 jours consécutifs, on accepte de faire 3 jours plus 2 jours. Le truc mauvais, c'est dégrainer sur 6 mois. Ça n'aura plus de force et l'enfant ne va pas garder les bénéfices, donc c'est pas bon. Et il y a un suivi. On parle du stage de 5 jours, mais moi, contenu dans ce stage, je fais un suivi de 2 jours derrière, enfin voilà, selon les besoins des parents, de l'enfant. Souvent les papas peuvent pas venir en semaine, donc je les prends le samedi, voilà, pour aider. Oui, c'est 3h le matin, 3h l'après-midi. Voilà. Pourquoi les papas? Parce que je sais pas, moi j'ai beaucoup de mamans qui viennent, les papas ils viennent aussi au premier rendez-vous, et après c'est la maman qui vient. Moi c'est pas... Non, mais souvent, moi j'ai fait des stages avec des papas, moi aussi, mais c'est vrai que c'est souvent la maman, hein, soyons clairs, qui est là. Voilà. Donc après le papa il a envie de venir, alors je le prends le week-end. Et vous pensez qu'il faut alors justement, je vais rebondir là-dessus. Oui, pardon. Allez-y. Alors, moi je voulais vous proposer de terminer un petit peu alors déjà en vous remerciant beaucoup parce que la parentalité c'est une sacrée aventure. Elle est très souvent très heureuse, mais elle est parfois difficile et je trouve que ce soir vous nous avez donné des billes pour mieux la traverser. Merci. Et pour finir dans ce sens-là, je voudrais peut-être vous demander peut-être une phrase que vous auriez envie de dire pour redonner confiance à un petit enfant qui est en difficulté et à ses parents. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez? Une phrase qui va pouvoir un peu réveiller son estime de lui. Bah, moi j'ai envie de dire en fait tu es formidable, hein, parce que c'est vraiment le cas. Tu adores ton métier, j'adore mon métier. Ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer des personnalités extraordinaires, sincèrement. Quand on creuse, quand on leur donne en fait confiance en eux, ils se lâchent complètement. Il n'y a pas de jugement en fait. Il y a une absence totale de jugement de ce qu'ils font. On les laisse libres. Ce que tu fais, c'est ni bien ni mal. On prend ta faute, on rigole avec. Et à ce moment-là, en fait, tout d'un coup, se déploie la vraie personnalité. Et effectivement, l'enfant est formidable. Et moi, ce que je leur dis, et j'en suis vraiment convaincue, tu as tout en toi pour réussir. Et c'est simplement qu'il faut que tu trouves, mais tu as tout en toi pour réussir. Et tu vas y arriver. Voilà, merci, je crois qu'on peut terminer par là. Merci beaucoup. Alors, vous êtes venus avec vos compétences et votre générosité. On imagine bien aussi que tout ça est le fruit d'un long travail. Et puis également pour l'eau vive de vous accueillir. Donc très discrètement, nous serons à la sortie avec une petite corbeille. Voilà, vous voyez, autour de 4-5 €, ça ira bien. Ça nous aide à fonctionner et à permettre aussi des personnes de venir dispenser le fruit de leur savoir, leur expérience et pouvoir accueillir les bras grands ouverts. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à l'eau vive. Bonne soirée. Merci. Bon courage.